Et bien sûr, aujourd'hui, nous nous intéressons à deux actualités, notamment des sanctions illégales contre le Mali. Et bien sûr, l'UEMOA et la CEDEAO ont été déboutés par la justice régionale. Que la CEDEAO se réunissait le vendredi 25 mars, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la suspension des sanctions économiques adoptées contre le Mali le 9 janvier dernier. Cette décision va-t-elle influer sur le bras de fer diplomatique entre Bamako et les dirigeants ouest-africains? La CEDEAO va-t-elle se soumettre à la décision de la Cour? Rien n'est moins sûr, mais pour l'heure, après le sommet de vendredi, l'organisation sous-régionale a annoncé le maintien des sanctions à l'encontre du Mali en raison du retard pris pour la remise du pouvoir aux civils. À quand la fin de ce duel qui laisse des traces sur les populations ouest-africaines? On s'interroge. Autre sujet, c'est bien sûr la crise en Ukraine. Un mois après le début de cette crise, le monde entier continue d'être divisé sur la question. Si les États-Unis et les pays occidentaux réunis au sein de l'OTAN condamnent à l'unanimité ce qu'ils qualifient, je cite, d'invasion russe, et fin de citation, ce n'est pas le cas en Afrique. Le continent mère de l'humanité s'est en majorité abstenu de prendre position. Pourquoi? On en saura davantage dans quelques instants. Rappelons qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, les votes africains étaient disparates. D'aucuns, une minorité, se sont alignés à la position de l'OTAN. D'autres n'ont pas assisté au vote et la grande majorité s'est tout simplement abstenue. Doit-on y voir un désaccord avec le bloc de l'Ouest? Les conséquences de cette guerre sur le plan économique ne semblent pas épargner l'Afrique, notamment avec la flambée des prix de denrées de première nécessité. L'Afrique a-t-elle son mot à dire dans ce qui s'apparente à un combat de titans? Quelles leçons finalement nous, Africains, devrions-nous retenir de cette guerre de souveraineté? La question reste posée. Merci de faire confiance à Foyou Télévision, votre télévision, bien sûr. Et bien sûr, c'est l'International, première édition, et c'est l'occasion pour nous de rappeler à ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant que nous parlerons de deux sujets, les sanctions illégales contre le Mali, en nous interrogeant sur ce qui va se passer après que la Cour de justice sous-régionale ait débouté l'UEMOA et la CEDEAO quant aux sanctions prises contre le Mali, et nous parlerons aussi de la crise en Ukraine en s'interrogeant sur la voie de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a son mot à dire et quelles leçons retenir? Avant d'aborder le sujet, découvrons qui sera parmi nos invités. Tout d'abord, Gamal Abina en duplex de Paris. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous en ce moment précis. Pour le débat. Téléspectateurs de Fourier Média TV, donc merci pour l'invitation et merci pour le débat. Merci d'être là, Gamal Abina. Bien sûr, un autre et pas des moindres, et là c'est sur le plateau central, c'est notre cher journaliste, écrivain, et j'ajouterai à cela historien. Tout à l'heure, je disais de lui que c'est l'homme que toutes les foules attendaient, puisque quand on parle du Mali, on parle de Mandeng. Et bien sûr, c'est Henri Diabaté Mandeng qui est avec nous. Bonsoir Henri Diabaté Mandeng. Bonsoir mon cher Bassir. C'est un plaisir immense pour moi d'être là, de faire mes premiers pas dans ce nouveau challenge en matière de télévision, en matière d'offres. Et je rappelle que c'est aussi notre premier pas pour l'international. Vous comprenez l'importance de votre présence sur le plateau. Vous comprenez que je suis profondément touché et lorsque je me retrouve là et qu'on évoque quelque chose de fondamental dans ma vie, le Mali, la question malienne, la problématique malienne, croyez-moi, cela me va droit au cœur. Ben, j'ai dit, quel honneur vous me faites de participer pour la première émission sur l'international, me faire participer aussi à la discussion sur le Mali, mais je ne sais pas s'il y a un honneur qui dépasse celui-là. Je sais que tous les Maliens, que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux du pays qui sont restés au pays, je crois que tout le monde a une seule envie, c'est qu'on libère notre Mali chéri, notre Mali, le Mali de notre cœur, qu'on le libère de tous les bandits, de tous les terroristes qui se trouvent sur son territoire et que tous les Maliens, une fois, s'asseyent et puissent discuter de l'avenir de notre pays. En tout cas, ça se fera, ça c'est sûr, et votre voix compte pour cela. Tout l'honneur, il est pour nous, en tout cas. Merci d'être là. Nous accueillons un autre, c'est bien sûr notre cher panafricaniste par essence et par excellence. Patient Parfendom est avec nous en ce jour. Bonsoir, Patient Parfendom. Merci d'être là pour la première édition. Bonsoir Mohamed Bachir Ladan, bonsoir à notre ami de l'autre côté qui interviennent via Zoom. Oui, Gamal Abina. À Gamal, alors toutes mes salutations fraternelles à Gamal. Bonsoir
Henri Diabaté Mandeng, le Camerounais malien le plus... En tout cas, c'est le plus malien des Camerounais. Le plus malien des Camerounais. C'est un honneur pour moi d'être là. Bonsoir à nos valeureux techniciens. Bonsoir aux promoteurs de cette chaîne de télévision. Bonsoir à cette nouvelle entreprise sur le plan médiatique, ce nouveau bébé dont on espère qu'on va accompagner avec tout l'amour dont il mérite pour continuer d'enrichir, n'est-ce pas, l'espace audiovisuel de notre pays, mais surtout de notre continent, mais surtout s'inscrit, j'allais dire, de manière radicale dans ce que j'appelle l'univers des médias alternatifs qui doit contrer, n'est-ce pas, cet univers de mensonges que constituent les médias mainstream, parce que c'est ça ma vocation aussi et qui justifie ma présence sur votre plateau. Donc merci pour cette invitation et j'espère que nous aurons le temps tout à l'heure de détricoter, n'est-ce pas, l'ensemble des thèmes, des thématiques que vous mettrez à notre disposition. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, Passion Parfendum. Vous étiez là avant même que nous lancions la télévision. Vous avez fait des émissions avec notre chère Manuela Siké-Doubé, la directrice des médias, bien sûr, en radio. Et cela a été, bien sûr, retransmis sur toutes nos plateformes. Et bien sûr, le dernier et pas des moindres sur ce plateau. Il s'agit d'un économiste, mais je le préfère aujourd'hui sur sa casquette de géostratège, puisqu'il est expert en stratégie de communication. Dr Dalvarez Ngoudiou est avec nous. Bonsoir, Dr Ngoudiou. Bonsoir Bachir, bonsoir à mon frère Patient Parfendon, à mon frère Mandin, à notre frère Gamal qui est de l'autre côté. Et un bonsoir particulier, comme c'est une émission inaugurale, un bonsoir particulier à votre promoteur, un jeune promoteur, mais qui ose, qui a de l'ambition et qui pense grand. Car quand on voit le déploiement infrastructurel qui a été effectué, il faut avoir de l'ambition pour le faire. Il pouvait penser comme beaucoup d'Africains ou c'est pas d'autres personnes, se dire que je peux continuer de manger, mes enfants partent à l'école et s'arrêter là. Mais créer un média comme celui-ci, c'est quelque chose, mais participer aussi à créer des emplois. Car ça, c'est le fondamental. Même les différentes thématiques que nous allons aborder tout à l'heure, quelque part, il y a des crises auxquelles nous sommes soumis sur le continent africain où si les personnes étaient extrêmement occupées, pouvaient vaquer à leurs occupations, s'occuper des besoins de leur famille, ça a été extrêmement difficile qu'on puisse le tourner. Mais surtout aussi la ligne éditoriale. Parce que de nos jours, sur le continent, adopter une éditoriale qui est volontairement panafricaniste, qui est volontairement non alignée sur ce que les puissances coloniales imposent ou veulent imposer pratiquement de par le monde entier, dans le contexte par exemple de la crise russo-ukrainienne que l'on voit. Aujourd'hui on se dit vraiment, Monsieur Matomba, félicitations à l'équipe. Continuer dans ce sens. Merci infiniment. En tout cas, il vous suit. Il est le premier téléspectateur de cette chaîne. Merci, messieurs. Alors, pour vous permettre un très bon confort assis, nous avons, comme vous le saviez par le passé, instauré une rubrique très importante. Si vous avez raté une actualité en ce qui concerne la presse africaine, eh bien, c'est le moment de faire le round-up et c'est avec Manuela Siké-Doubé. Bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Commençons cette revue des unes du côté du Cameroun avec le journal Le Politics qui a titré cette semaine à sa une « Welcome for Your TV ». La chaîne de télévision du groupe de médias Ton Super a été inaugurée en fin de semaine dernière à Douala par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, en présence d'un bon parterre d'invités de haute personnalité. On reste au Cameroun avec le quotidien Mutation, avec à sa une, vitesse supérieure, grève des enseignants. Les universitaires vont rejoindre les enseignants du primaire et du secondaire le 2 juin prochain si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Poursuivons avec le quotidien en ligne Eureka News qui est revenu sur la sortie de l'honorable Joshua Oshi qui a justifié le choix de l'opposition de ne pas voter pour Jean-Michel Nitieux à l'occasion du vote à l'Assemblée nationale. Selon lui, la consigne a été respectée. Il s'agissait d'introduire des enveloppes vides dans l'urne. La raison à lire sur le site Eureka News. Quittons le Cameroun avec le quotidien national Cameroun Tribune. 37 ans et toujours des défis, a titré le quotidien cette semaine. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré son 37e anniversaire jeudi dernier et le quotidien de nous dire que s'ils ont déjà le regard tourné vers les prochaines échéances électorales, les militants scrutent également le renouvellement des organes dirigeants. Direction le Gabon avec Gabon News.
fonction publique du Gabon, la prolifération des intérimaires. Des pans entiers de postes ne sont pas pourvus depuis quelques années dans le secteur public où 293 postes de responsabilité au moins sont à pourvoir. Des personnes décédées ne sont pas remplacées et l'administration tourne au ralenti. Et pour cause, nous dit le quotidien, les membres du gouvernement ne savent pas si ce sont eux qui nomment les responsables de l'administration ou le palais de bord de mer. Au Tchad, Tchad Info revient sur le pré-dialogue à Doha et nous dit que le Qatar a enfin accepté d'être médiateur dans les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires, mais à certaines conditions. Allons en Côte d'Ivoire à présent avec le quotidien L'Essor qui a titré « Rififi au PPACI, Laurent Gbagbo ou la fin de mythe, et si Yafi avait raison, partisans et militants désillusionnés ». Toujours en Côte d'Ivoire, le quotidien Le Bélier a titré « Ouattara doit abandonner l'idée d'un 4e mandat, il faut éviter d'autres souffrances au pays ». Pour rappel, la présidentielle est prévue pour 2025 en Côte d'Ivoire. Direction la Centrafrique avec le quotidien Corbeau News, les enjeux d'une révision constitutionnelle qui suscite de très vives oppositions. Pour Fidel Kouadjika, conseiller spécial du chef de l'État centrafricain, le projet de modification de la Constitution du 30 mars 2016 sera inclus prochainement dans le rapport final du dialogue républicain qui va recommander une série de mesures qui pourraient garantir un climat apaisé lors des prochaines élections. Mais d'ores et déjà, certains participants accusent les proches du chef de l'État centrafricain de vouloir pousser ce dernier à rester au pouvoir, au-delà de 2 mandats fixés par la Constitution, nous dit le quotidien. Au Togo, la Nouvelle Tribune a titré « Le Togolais Gilbert Omgou, premier Africain à la tête de l'OIT ». C'est une bonne nouvelle pour le Togo et tout le continent africain. Gilbert Omgou, l'ancien premier ministre du président togolais Faure Gnassingbé, est désormais nouveau patron de l'Organisation internationale du travail. Il a été élu vendredi 25 mars par les membres du conseil d'administration de l'OIT au second tour du vote. Madagascar avec Midi Madazikara, interdiction de sortie du territoire, 382 malgaches et 61 étrangers. Les étrangers frappés d'interdiction de sortie du territoire sont issus de 14 nationalités. Ainsi, entre 2020 et 2022, il y a eu 443 cas, dont 382 concernant des malgaches, contre 61 à l'endroit des étrangers, à raison d'un Britannique, 4 Chinois, un Comorien, 13 Français, un Ghanéen, un Guinéen, 7 Indiens, un Israélien, 2 Mauriciens, 2 Nigériens, un Pakistanais, un Roumain, 2 Sénégalais et 2 Sud-Africains. À Bamako, nous sommes déjà au Mali à présent, crise malienne. La Cour de justice de l'UEMOA prononce un sursis de l'exécution des sanctions financières contre le Mali. La Cour de justice de l'UEMOA a décidé jeudi 24 mars de sursis à exécution des mesures et sanctions prises par la conférence des chefs d'État contre le Mali le 9 janvier dernier. On sort du continent avec le quotidien malien MaliWeb qui nous dit que Trump porte plainte contre Hillary Clinton pour les accusations de collision avec la Russie, un affront à la démocratie. L'ancien président américain Donald Trump a porté plainte jeudi contre Hillary Clinton et des chefs des partis démocrates, affirmant qu'ils l'ont accusé à tort de collision avec la Russie avant l'élection de 2016. Poursuivons avec le quotidien Le Parisien qui, en petite une, a titré « Biden menace Poutine s'il utilise les armes chimiques ». Par ailleurs, le quotidien nous dit en grande une que les entreprises françaises sont dans le bourbier russe. Partis ou restés, des grands groupes français installés en Russie, confrontés à une pression toujours plus forte, des appels au boycott. Après Renault qui a annoncé suspendre les activités de son groupe à Moscou, d'autres sociétés réfléchissent à un éventuel départ. Terminons avec le courrier Picard. Ukraine, l'OTAN s'équipe contre des attaques chimiques ou nucléaires. 3 réunions diplomatiques étaient donc au programme jeudi 24 mars. Pendant ce temps, le président ukrainien appelait les populations du monde entier à manifester contre l'attaque russe. Voilà, merci donc à Sike Doumbé pour le round-up de la presse, ce qui nous ramène à présent vers le plateau, messieurs. Entrons dans le débat, patient parfendum. Je voudrais commencer par vous sur ces sanctions illégales contre le Mali. Alors, ces sanctions aujourd'hui ont été pratiquement déboutées
par la Cour de justice de West africaine après que le Mali ait introduit justement un recours de ce côté-là. La décision de la Cour est claire, il faut suspendre toutes ces sanctions qui ne font pas du bien à la sous-région. Une réaction? D'abord, je crois que cela dénote ce point de réalité. La réalité, c'est que sur le terrain, au-delà des politiques qui ont pensé obéir aux ordres qui sont venus de l'extérieur, tout le monde le sait aujourd'hui. D'ailleurs, pas qu'on le sait, ça se précise encore davantage. Vous avez écouté M. Macron dernièrement, disant je vais appeler le président Nana Akufo-Addo, je vais lui donner des instructions. Oui, après la suspension du signal des médias français. Oui. Cette manière de procéder, cette inélégance du point de vue diplomatique, c'est ce que les Africains ne veulent plus accepter. Maintenant, la décision de la Cour, n'est-ce pas, de justice de l'UMOA qui suspend les prétendues sanctions illégales, iniques, injustes qui ont été imposées au Mali, c'est une chose qu'elles soient prises parce qu'elles vont dans le sens de la demande des populations de cette région. Le commerce s'est trouvé fortement perturbé, n'est-ce pas, entre le Mali et certains pays riverains, je pense au Sénégal, dont les hommes d'affaires qui commerçaient... Ils en payent le plus fort. Hein. Ah oui, ne savaient plus barreau de nœud de la tête. Je pense à la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, est dans la tourmente par rapport à ces hommes d'affaires qui faisaient commerce avec le Mali. Mais quand on questionne, il y a cela, les décisions de cette Cour et leur mise en application dans les cas précédents, on a bien peur de penser que une chose, c'est que cette décision de justice a été prise, à savoir suspendre les sanctions qui ont été prises contre le Mali par la CEDEAO. Une autre chose, c'est qu'elles soient appliquées. Alors, quand on voit la qualité des hommes politiques qui sont des piliers de cette CEDEAO et qui font la pluie de beau temps, et qui hier, eux-mêmes, avaient eu affaire à cette Cour, je pense par exemple à l'affaire Soro, et malgré les décisions rendues par cette Cour-là, le président Ouattara, par exemple, n'a pas daigné se soumettre à cette décision. Donc j'ai bien peur que ce bras de fer continue, surtout que l'acteur majeur dans cette confrontation n'est pas du tout ni à l'UMOA, ni à la CEDEAO, et c'est pour cela que le peuple malien doit rester mobilisé. Le gouvernement malien doit rester déterminé dans sa marche en avant pour la reconquête de sa souveraineté. Est-ce que cette détermination ne va pas aussi continuer quand même à détériorer les relations entre, déjà d'ailleurs très mauvaises, entre justement Bamako et les instances sous-régionales? Mais d'abord, cette décision, c'est un véritable pied de nez par rapport aux politiques, n'est-ce pas, de la CEDEAO et de l'UMOA. Mais le problème de fond, c'est on ne laisse pas d'autres possibilités au Mali que d'aller de s'envoler, que l'aide malienne puisse s'envoler. On ne nous donne pas d'autres possibilités. Ouais. Alors, le Mali a tout fait, a essayé de ramener, de par ses propositions, tout le monde vers la table de discussion, mais le radicalisme de certains dirigeants politiques et de l'UMOA et de la CEDEAO nous laisse penser qu'il y a, au-delà d'un agenda caché, mais d'autres forces, n'est-ce pas, on the ground, qui implémentent, qui donnent le là, donnent des décisions, sont décidées complètement d'en découdre avec ce gouvernement qu'ils appellent... Et pourquoi, malgré toutes les concessions quand même faites par le gouvernement d'Assimi Goïta, la CEDEAO ne lâche pas du lest? Mais parce que la CEDEAO elle-même est une institution aux ordres, on va le voir plus tard avec la crise ukrainienne. On se pose de plus en plus la question, que valent en réalité nos organisations, à la fois sous-régionales et continentales? Qu'est-ce qu'elles valent? Quelle est la marche de légitimité dont ils peuvent faire preuve face à des situations aussi complexes et difficiles comme c'est le cas malien. Donc, nous questionnons cette légitimité de nos organisations à la fois sous-régionales et continentales, mais surtout, elles sont complètement en déphasage avec la volonté réelle du peuple. On le voit avec le peuple malien d'aller vers la création d'un nouveau paradigme dans les rapports qu'ils ont vis-à-vis de cet Occident-là. Ces indépendances factices qu'on nous a octroyées ne tiennent plus. On nous a forcés dans cette camisole de force prétendument appelée indépendance, mais les peuples ont grandi, ils sont devenus majeurs, ils se sentent à l'étroit dans cette camisole de force. C'est pour cela que de plus en plus, vous aurez, n'est-ce pas, des explosions par-ci et par-là. Malheureusement, certains dirigeants de mouvement en feront certainement les frais, mais c'est la dynamique
de fond qui est enclenchée, qui est celle de la volonté des peuples africains d'aller vers de véritables indépendances, d'aller vers la reconquête de leur souveraineté, mais surtout d'avoir le libre choix de déterminer leur marche en avant en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, en gros, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est même inscrit dans la charte de l'ONU comme un sacré saint principe et qu'on dénie, n'est-ce pas, au peuple de notre continent. Et c'est ça, à mon sens, qui risque d'être la pierre d'achoppement de cette bataille qui oppose des politiques aux autres, que j'appelle les hommes liges, et les peuples qui veulent une autre Afrique aujourd'hui. Voyons ce qu'en pense Henri Diabaté Mandem. Alors, il s'agit là de votre pays, Henri Diabaté Mandem, j'aime bien le dire. Aujourd'hui, ce pays est pratiquement asphyxié. Voilà, complètement asphyxié par ces sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Une décision de justice est rendue et on demande tout simplement de surseoir, d'annuler tout simplement toutes ces sanctions. Alors, comment vous réagissez à cela et comment vous réagissez en même temps quand même à la décision qui est sortie au communiqué final de la CEDEAO qui maintient tout simplement ces sanctions? Mais il faut comprendre que la CEDEAO, l'UMOA, les institutions sous-régionales ne font que refléter en fait les contradictions des politiques qui sont menées en Afrique. Nous avons des institutions qui prennent des décisions. Lorsqu'elles prennent des décisions contre certains individus, et ça Parfindom a eu le mérite de le souligner, très peu de gens ne le disent, très peu de gens ne l'acceptent. Ils ont l'impression que on dénigre. Ils ont l'impression que nous ne sommes pas, à partir du moment où il y a certains individus avec qui on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on a des a priori dans notre jugement, on nous donne notre esprit de prévention lorsqu'on parle de certains individus. Et ça, il faut faire très attention. Lorsque la CEDEAO, l'UMOA ont pris des décisions contre certains chefs d'État en Afrique pour violation des dispositions réglementaires sur le plan sous-régional, ceux-ci ne les ont pas appliqués hier. Aujourd'hui, ça les arrange très facilement d'invoquer les mêmes organisations sous-régionales, de convoquer les mêmes organisations sous-régionales pour faire appuyer des politiques qui vont dans le sens de la préservation de leurs intérêts, c'est-à-dire le respect des injonctions de leurs patrons politiques, de leurs mentors politiques. C'est ça le vrai problème. L'UMOA, la CEDEAO, refusent de comprendre depuis 2013 que le Mali est envahi. Le Mali est envahi par des bandits et celui-là même qui est venu, qui a été présenté comme le sauveur pour le Mali, au contraire, il est devenu comme le loup dans la bergerie. Il s'est drapé des oripeaux de nouvelles chèvres pour attaquer, alors qu'il était un loup pour attaquer toutes les autres chèvres. Alors quand vous dites l'UEMOA, la CEDEAO refuse d'accepter que le Mali, depuis 2013, est envahi, comment vous expliquez ce refus? Mais oui, mais ça veut dire que l'UEMOA et la CEDEAO ne sont pas des organisations libres. Ce sont des organisations qui sont aux ordres, qui obéissent aux injonctions de puissances occultes. N'ont-elles pas des obligations de solidarité avec les autres pays, les autres États membres de ces organisations? Le pacte de solidarité existe. Oui. Sur le plan réglementaire, il existe, mais dans les faits, ils ne l'appliquent pas. Il y a des dispositions à géométrie variable lorsque ça concerne certains pays. Et, ma foi, on crie arrose sur le boudin quand ça concerne d'autres. C'est ça le vrai problème. L'UMOA et la CEDEAO, il faut détruire par tous les moyens ces organisations avec la hache, si on le veut, si besoin est. Parce que ces organisations ne reflètent pas les aspirations profondes des peuples de la sous-région. Vous ne pouvez pas me dire qu'un pays comme le Mali soit occupé par des bandits depuis 2013. Et qu'on s'attelle et que l'armée malienne a pris ses responsabilités pour ramener pour garantir l'intégrité du territoire, ramener la paix des biens et des personnes, et que le principal adversaire de l'État malien, c'est qui? Des autorités maliennes, ce soit qui? La CEDEAO et l'UMOA, qui œuvrent sans cesse, sans relâche, qui mobilisent toutes les énergies, partout où besoin est, pour saper le moral du peuple malien, empêcher les autorités maliennes d'exprimer la volonté populaire qui est de défendre l'intégrité territoriale du Mali. Qu'est-ce que ces institutions font? Elles crient, elles multiplient les imprécations en disant on va
de resserrer le calendrier, l'agenda des sanctions. Le problème, c'est d'asphyxier le Mali et que le Mali soit à genoux. Or, ils se sont trompés complètement sur toute la ligne. L'économie en Afrique, généralement en Afrique de l'Ouest, c'est une économie informelle qui est basée sur le secteur informel. Et ma foi, c'est la première chose. Donc, c'est difficile, lorsque vous appliquez des sanctions, de contrôler ces gens. Le commerce informel, c'est très, très difficile. Deuxièmement, les pays qui sont aux avant-postes de la répression économique contre le Mali sont les premiers pays touchés même par les sanctions contre le Mali. Mais oui, le Sénégal, c'est près de 500 milliards d'importations, d'exportations vers le Mali. Et je veux vous dire que c'est pratiquement toutes les exportations du Mali comptent dans tous les pays de l'Union européenne réunis. Oui. C'est-à-dire moins de 500 milliards. Or, rien que sur le Mali, le Sénégal, lui, fait 500 milliards. 500. Donc vous comprenez que les gars comprennent. On a justement écouté la ministre qu'il faut arrêter des Affaires étrangères qui en appelait quand même à l'assouplissement de ces sanctions. On a également écouté le ministre togolais des Affaires étrangères, lui également, se prononcer là-dessus. Ils sont très malins. Oui. C'est la réelle politique. Les gars comprennent que sur le plan économique, c'est intenable. Il y a des objectifs, il y a un calendrier politique qui est là, qui arrive à toute vitesse. Ben, leur population, évidemment, seront très très fâchés, rien que dans le cadre du Sénégal. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. La prospérité tant vantée, la croissance tant vantée de la Côte d'Ivoire. Si on sait que quand on regarde le port, on nous disait que le port d'Abidjan en fait 10 fois le port de Douala. Mais si on savait que c'est parce que c'est le commerce, le transit avec les pays de l'Interland qui est au cœur du développement fulgurant de ce port, des chiffres de ce port. C'est ce que les gens ne savent pas. Est-ce que les gens savent que toute la viande qui est mangée en Côte d'Ivoire vient du Mali? Et une fois qu'il y a des sanctions, donc les bœufs ne vont plus traverser. Les bœufs ne vont plus traverser la frontière. Du coup, le commerce de la viande se met à coûter très, très... Le fameux soya coûte très, très cher maintenant en Côte d'Ivoire. Prenons le cas du Sénégal. Mais c'est terrible. Tout le commerce frontalier est complètement chaos. Les populations sont ultra fâchées et disent qu'elles ne peuvent pas accepter... si le président Macky Sall, si ça lui plaît d'aller attaquer, s'il est fâché de la situation au Mali, et ça je vous répète les mots d'un politicien sénégalais, il a dit au président Macky Sall, mais si vous êtes tellement fâché de la situation au Mali, mais prenez vos militaires, allez chasser les autorités maliennes. Mais laissez de grâce, laissez la frontière ouverte pour que le commerce transfrontalier puisse exister. Tout le monde sait que c'est la faiblesse du commerce transfrontalier en Afrique, intra-africain, qui est la faillite, en fait, qui empêche la croissance du développement en Afrique. C'est parce que les pays peuvent commercer entre eux qu'on importe moins. Le commerce transfrontalier est très important, et il est très important en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est clair que le véritable problème, c'est que les politiciens africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont compris, ils ont compris qu'ils vont se mettre les populations à dos. Autant faire quoi? Autant dire à la CEDEAO, à l'UMOA, mettez la pédale douce, essayons de voir dans quelle mesure on peut arrondir les angles, de manière à ce que on puisse permettre à nos populations de continuer à vaquer à leurs occupations. Merci Henri Diabaté Mwandeng. Alors, avant de revenir sur le plateau central, on va aller vers Gamal Abina, Gamal depuis Paris. Alors Gamal, vous avez suivi les interventions des uns et des autres pour le moment sur ce plateau concernant la situation malienne. L'organisation sous-régionale, la CEDEAO, persiste à maintenir les sanctions malgré la décision de justice qui est tombée jeudi. Donc concernant effectivement les sanctions qui ont été prises contre le Mali, qui ont été arbitraires par la CEDEAO, évidemment ça représente, la CEDEAO c'est 16 pays, Mali inclus, ils ont voulu faire des sanctions assez rapides et économiques. Ça rappelle un peu ce qui se passe d'ailleurs du côté évidemment de la crise en Europe avec l'Ukraine, où les sanctions sont prises de façon unilatérale, elles ne sont pas chapeautées par l'ONU, elles ne sont pas chapeautées par le droit, et surtout on se rend compte du 2 poids 2 mesures, parce qu'il va de soi que les pays qui envahissent d'autres pays, on l'a vu avec les États-Unis en Irak par exemple en 2003, aucune sanction n'a été prononcée contre cette
cet État prédateur, mais surtout, et c'est le plus important, récemment au Niger, récemment encore au Tchad, où ce sont des régimes militaires qui sont en place depuis très longtemps d'ailleurs, c'est une succession de régimes militaires, aucune mesure de sanction n'a été apportée. Là, on se rend bien compte que la seule sanction qui a été prononcée, c'est une sanction dont le but était effectivement de mettre en avant le fait qu'il y ait une poussée de la part de la Russie dans la région. Donc les Russes sont intervenus en Centrafrique, les Russes sont intervenus directement évidemment en Éthiopie, mais surtout les Russes sont intervenus au Mali de façon très prononcée, puisque les Français ont fini par non seulement réduire leur voilure avec Barkhane, mais surtout quitter l'opération Bakuba. Donc aujourd'hui, les Russes ont pris la relève, ont décidé de montrer leur puissance et surtout leur intérêt pour la région africaine, et puis ils n'ont pas cette politique néocoloniale. Alors évidemment, les autres pays d'Afrique de la CEDEAO sont inquiets simplement parce que effectivement, s'il y a l'effet contagion qu'on commence à observer d'ailleurs au fur et à mesure avec les différents coups d'État, comme on l'a vu récemment par exemple avec le Burkina, s'il y a effectivement l'effet contagion avec des régimes militaires forts qui s'installent au pouvoir, ça rappelle un peu l'époque de Mengistu, le Négus rouge en Éthiopie, ça pourrait avoir un effet considérable pour les pays qui se croyaient stables et à l'abri de toute problématique liée à des revendications sociales, économiques et surtout de souveraineté monétaire, puisque l'Afrique n'est pas souveraine sur un plan monétaire, je parle de l'Afrique évidemment francophone. Donc ces sanctions ont été balayées d'un revers de main par le droit, parce que pour le coup il y a quand même du droit en Afrique, et donc cette fameuse juridiction a pris la décision nécessaire, à savoir invalider les sanctions qui ont été prises de façon unilatérale, sans le recours de textes juridiques, sans effectivement s'appuyer sur simplement le principe du droit international. C'est pas parce qu'il y a un coup d'État militaire et que les militaires ont décidé de prendre le temps de faire une transition qui durera 5-6 ans, c'est pas, avec une région très instabilisée, n'oublions pas tout de même qu'à chaque fois qu'il y a une instabilité dans un pays, c'est souvent l'armée qui prend le relais, eh bien c'est pas parce que ça arrive qu'on prend les sanctions. Et je prends un exemple très concret qui va parler immédiatement. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, la plupart des dirigeants qui ont pris le pouvoir en Europe ou aux États-Unis sont des militaires. Quand on a une guerre, quand on a une période de difficulté comme ça, très appuyée, eh bien, en règle générale, c'est l'armée qui prend le relais parce qu'effectivement, il y a toujours des problèmes. Encore récemment, puisqu'on vient de fêter les 60 ans de la guerre d'indépendance algérienne, de l'indépendance donc, eh bien, lorsqu'il y a le coup des généraux, avant le coup des généraux, déjà en 1958, les militaires, par le truchement de Gaulle, prennent le pouvoir. Donc c'est souvent la dernière voie pour obtenir une stabilisation d'un pays dans une problématique qui n'est pas résolue par le monde politique classique des hommes qui ne sont pas issus de l'armée. Et on voit la même chose au Mali, donc effectivement, ces sanctions ont été balayées d'un revers de main parce qu'effectivement, ça ne respectait pas les principes du droit international et du droit africain en l'occurrence, qui a quand même un droit en Afrique qui existe aussi. Merci Gamal. Je reviens à vous dans quelques instants. Docteur Ngudjou, alors on a écouté les uns et les autres. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire que la CEDEAO a pris des décisions, des sanctions contre le Mali, ces sanctions qui finalement jouent contre elle-même, cette organisation? Oui, effectivement, les sanctions jouent contre la CEDEAO. D'abord du point de vue économique, comme l'a si bien souligné mon ami Mandin tout à l'heure, les camions qui se déplacent entre le Sénégal et le Mali, c'est 1000 camions chaque jour. 1000 camions par jour. Seulement entre le Sénégal et le Mali. Oui. Donc, si vous faites ça fois 316 jours, vous êtes. Ça veut dire, quand on parle de 1000 camions, on ne parle pas de la cargaison. Ouais. S'il y a au moins un camion avec deux, je ne sais pas quoi, il y a des mécaniciens, probablement, il y a des motoboys et tout le reste. Vous voyez le nombre de personnes qui peuvent travailler rien qu'au niveau de ces camions. On n'a pas besoin de parler des différents techniciens, manutentionnaires, accompagnés et autres au niveau du port de Dakar, etc. etc. Donc rien que dans ce domaine-là, c'est 256 milliards par an que le Sénégal perd. Nous ne parlons que du Sénégal. Il y a d'autres nations, il y a par exemple le port d'Abidjan. Oui. C'est pourquoi en fait, la vraie pression, beaucoup plus, c'est pourquoi le président Macky Sall a fait une sortie dans ce sens. La vraie pression venait beaucoup plus du côté du patronat sénégalais. Parce que c'est les hommes d'affaires qui investissent beaucoup d'argent, ils ont envie de se faire de l'argent, ils ne comprennent pas pourquoi on va mettre en œuvre un certain nombre de sanctions qui en réalité sont les premiers à être pénalisés. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a de cela quelques temps, le président Ouattara, dans ses confidences au téléphone avec un ex-officiel malien, il disait qu'il estimait que le Mali devait tenir 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs mois. Le Mali ne s'est pas plaint. Les fonctionnaires ont le salaire. Les institutions sont debout. Pourquoi? Parce que le Mali a trouvé des voies qui les permettent de résister. Et maintenant, est-ce que ces voies sont suffisantes pour que le pays tienne debout à long terme? Non, en réalité, vous savez, les nations fonctionnent comme des muscles. Plus vous pompez votre muscle, plus cela prend le volume et s'adapte. Ça veut dire que si vous avez une difficulté, c'est vrai que les échanges avec la Mauritanie n'étaient pas extrêmement importants, mais le pôle Nouakchott est extrêmement important et le pôle Nouakchott avait besoin d'un coup de souffle comme le besoin malien actuellement. La Guinée, l'Algérie, etc. Avec l'Algérie, vous avez une ouverture pratiquement dans la Méditerranée. Donc ça vous permet de commercer directement avec le monde entier. Je veux dire,
Pour le moment, les besoins sont en train d'être satisfaits, même si c'est avec beaucoup de difficultés. Maintenant, parlons sur l'aspect de la décision juridique. C'était la moindre des choses. Parce qu'en réalité, c'était un précédent. Je crois qu'on a les documents. Marius, vous pouvez l'afficher pendant que Dr Ngudjo parle. Cette décision de justice. Vous poursuivez. Oui, justement parce que dans pratiquement toutes les institutions financières du monde, en ce qui concerne les banques centrales, elles sont censées être indépendantes. Même quand il faut implémenter une décision politique, on passe par une décision judiciaire. C'est-à-dire que vous pouvez demander à un procureur d'enquêter par rapport à telle ou telle affaire concernant un aspect politique. Et le procureur est libre de se saisir de cela. Et quand le procureur se saisit de cela, maintenant, il dit qu'il en voulait, un juge se prononce là-dessus. Oui. Même sur votre compte bancaire, rien ne peut vraiment être fait sans qu'un juge ne s'est prononcé. Même une simple surveillance. Si elle veut être légale, il faudrait qu'un juge se prononce dessus. C'est-à-dire, s'il faille surveiller Bachir, si on le fait d'une certaine manière, ça ne vaut rien. Il faudrait que ce soit une décision judiciaire. Oui. Mais maintenant, les gars à la CEDEAO, comme ils voulaient à tout prix, je parle des leaders, notamment les chefs d'État pour la plupart, comme ils voulaient à tout prix faire plaisir à Paris, comme ils voulaient à tout prix être les meilleurs élèves de Paris, ils ont pris la décision. Et pour que tout est clair. Des politiques ne peuvent pas donner les instructions à des opérateurs de la Banque centrale. Car la Banque centrale est censée être indépendante. Oui. Ça, c'est dingue. Mais au-delà, quand même, les éléments soulevés par la CEDEAO, ça pénalisait la CEDEAO à plusieurs niveaux. Je prends un exemple très simple. Vous savez, le Mali a levé sur le marché sous-régional plusieurs centaines de milliards il y a de ça quelques temps. Et quand vous faites une levée de fonds avec un emprunt obligataire, vous êtes censé payer les intérêts à un moment. Le Mali voulait bien payer les intérêts. Et il dit, mais j'ai l'argent dans mon compte que les gens on peut payer. Exact. On a eu ce document-là, malheureusement je ne l'ai pas ici. Okay. Le Mali disait que il y a l'argent, mais je ne peux pas payer. J'ai la volonté. Or, les banquiers, en fait, ceux qui dirigent le monde, c'est les banquiers. Ouais. Les banquiers sur le jour disent, mais vous ne pouvez pas nous mettre dans ce type de situation. Puisque nous avons prêté notre argent, les Maliens veulent nous rembourser, vous refusez, c'est vous l'État qui refuse et qui nous paye. Ça, c'est un niveau. C'est-à-dire que si la transaction de la banque vers le Mali ne peut pas se faire, eh bien les puisque les comptes ont été gelés. Ouais. Les comptes ont été gelés, donc on n'a plus accès. Les Maliens disent, et les banquiers de ce fâchent, disent, mais laissez que le Mali nous paye. Ça, c'est dingue. Mais au-delà de ça, un aspect encore plus dangereux, c'est qu'il y a un fonds de stabilité, c'est un fonds de stabilité de type sécurité dans la CEDEAO. Quand un État peut frôler le défaut de paiement, c'est-à-dire il y a une certaine caisse on peut activer le système pour pouvoir venir en aide à l'État pour rembourser son crédit. C'est que même dans cet État-là, même dans cette situation-là, on pouvait activer cette caisse-là qui existe au niveau de la BCEAO. Mais dans le cas d'espèce, puisque dans les sanctions, il était question que le Mali ne bénéficie même pas des aides ou des assistances internationales. Or, en ce moment-là, l'ensemble, puisque le marché de la CEDEAO est un marché sous-régional, l'argent qui a été emprunté, c'est pratiquement dans toute la sous-région. Si vous refusez de pouvoir activer le mécanisme, vous êtes en train de violer toutes les lois de solidarité de la sous-région. Et demain, un État comme le Mali, qui siège au conseil d'administration de la BCEAO, peut dire, quand nous étions en difficulté, vous n'avez pas voulu activer ce mécanisme-là pour nous aider. Je ne vois pas pourquoi on va activer ça aujourd'hui pour aider la Côte d'Ivoire, le Bénin, je ne sais pas quoi, le Togo, etc. C'était un président très très dangereux. C'est vrai qu'actuellement, la décision juridique a été beaucoup plus suspensive. Donc on a été suspendu, mais en réalité, les juristes méritent vraiment de totalement annuler cette décision-là. Car si on laisse ça passer, ça veut dire que tout le monde peut rester dans son bureau, prendre son téléphone, demander que le compte bancaire d'une nation puisse être, on dit d'une nation, pas d'un individu, puisse être gelé. Et c'était pire que cela. Parce qu'en fait, la décision qui avait été faite, sur la pratique, on s'est rendu compte que ce n'était pas une décision collective. Car le président guinéen, il s'est dit, mais vous ne pouvez pas dire que cette décision a été prise par la CEDEAO. Puisque moi, je n'ai même pas été informé. Simple information, il n'a pas. Exactement. Comment ma signature peut se retrouver là-dessus? Donc, tout le monde croit que c'est une décision qui a été prise à Paris et que l'on a communiqué. Et certains canards, excusez-moi l'expression, dans la sous-région, ont voulu s'aligner derrière pour faire plaisir au président Macron. Alors oui, et là je réponds à nos téléspectateurs, c'est bien sûr notre ami Delphin qui m'écrivait pour demander est-ce qu'on peut appeler, les numéros sont affichés au bas de votre petit écran, vous pouvez participer, bien sûr vous le savez, nos émissions sont interactives, Patient par Fendom. Alors pour retourner un tout petit peu à 2013, ou plutôt pour commencer par là, pourquoi la CEDEAO n'a jamais daigné aider le Mali sur le plan militaire quand même à faire la guerre contre les terroristes, mais aujourd'hui cette même CEDEAO peut prendre et appliquer des sanctions contre ce Mali? Mais c'est parce que nous sommes face à quelque chose de surréaliste. C'est-à-dire, en réalité, les prétendues décisions, que ce soit de l'UMOA ou bien de la CEDEAO,
ne sont pas l'émanation de la volonté de ces organisations-là, soit de punir, soit de ne pas punir le Mali. Alors, ce sont des injonctions venues d'ailleurs qui n'ont fait qu'appliquer. Vous vous souvenez justement en 2013, au plus fort, n'est-ce pas, de cette crise, quand les groupes djihadistes, en guillemets, appelons ainsi, menaçaient carrément de descendre sur Bamako. À l'époque, c'était le MNLA et Moudiawo et Ansar ad-Din. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu au niveau de la sous-région des états-majors, des politiques, des diplomates nous faire des rounds infinis de dialogue, de préparation, de machin. Oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je me souviens encore du chef d'état-major de l'armée de la Côte d'Ivoire, M. Bakayoko, qui était sur tous les médias, il gonflait les muscles. Vous allez voir ce que vous allez voir bientôt. Rien. Ils ont été incapables de mettre sur pied une task force, une armée sous-régionale pour voler au secours du Mali. Et lors d'une dernière réunion de concertation où le feu maréchal Idriss Déby Itno à Abidjan avait été convié, mais il leur a dit, mais trêve de bavardage. Trêve de pardon, vous avez passé des mois et des mois à bavarder, à jaser. Les populations souffrent sous le martyre, n'est-ce pas, de ce groupe terroriste. Il faut aller maintenant au front. Et rapidement, il a déclenché une opération avec l'armée tchadienne qui allait affronter ces terroristes dans les Effogas. Et on connaît les résultats. Et je vous rappelle que tous ceux qui braillaient le plus, ils n'ont pas envoyé des troupes là-bas dans les Effogas. Vous avez entendu qu'il y avait des troupes, comment on dit ça, ivoiriennes là-bas? Vous avez entendu? Il y avait des troupes, même nigériennes là-bas. D'abord aussi, c'était empêtré avec la question de Boko Haram. Donc, c'est vous dire que le problème est à un autre niveau. Nous sommes ici face à quelque chose de fondamental. Et j'ai été choqué par l'attitude de M. Macron. Choqué de voir que Nana Akufo-Addo, qui est comme l'héritier, excusez-moi, politique, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah, se laisse aller à de pareilles veuleries sans qu'il y ait une réaction officielle de la diplomatie ghanéenne pour dire « Ah non, attendez, il faut arrêter cette affaire-là ». C'est le patron de la diplomatie. Qui va sortir pour parler contre lui? Mais quand je dis la diplomatie ghanéenne, c'est-à-dire que les instances fêtières, pour dire le Ghana est un pays indépendant, est un pays souverain, il n'a pas à recevoir des injonctions de qui que ce soit. Alors, ça veut dire que l'affaire est ailleurs. Tout à l'heure, Davaris parlait de la liberté, n'est-ce pas, par exemple, du point de vue juridique des banques. Mais non, la question est éminemment politique. C'est une politique qui est mise en place de soumission, je dis bien de soumission de cette sous-région aux intérêts étrangers, et malheureusement, même le Nigeria est dans cette stratégie aujourd'hui, et on ne voit pas d'un bon ton quand un élève indélicat, excusez-moi, du Mali veulent faire marche à part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on veut taper sur le Mali avec toute la force, avec toute la violence, violant même les propres textes juridiques qui font de la CEDEAO et l'UMOA, tout simplement parce que cet enfant-là risque de créer un effet boule de neige qui risque de créer une révolte au sein de notre petite hacienda qu'on a bien constituée, qui est cette sous-région Afrique de l'Ouest là. Tout à l'heure, quand on parlait des implications du point de vue économique, on a oublié les hommes. La CEDEAO, excusez-moi, est l'une des rares régions au niveau de notre continent où les gens vont tranquillement à leurs occupations. La libre circulation des hommes et des biens est pratiquement acquis. Mais le Sénégal, c'est à ce niveau que je me regardais Macky Sall étant comment on dit ça, à la ligne de front, j'allais dire, à l'attaque, en première ligne pour l'implémentation de ces décisions, en me disant, mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait? C'était 70% des exportations du Mali passaient par le port de Dakar. Mais c'est incroyable. C'est un suicide en réalité. Ces économies, comme ces peuples sont tellement imbriqués du point de vue économique, qu'en pensant taper sur l'un, on s'auto-flagelle. Forcément. Donc, mais si les gens ont poussé le bouchon jusqu'à ce niveau, c'est tout simplement parce qu'il y a un objectif qu'il faut atteindre. L'objectif à atteindre, c'est qu'il ne faut pas du tout accepter qu'il y ait un rapprochement quelconque d'un pays qui est dans ce précaré dirigé par l'Occident, qui se rapproche de ce qu'ils considèrent comme l'ennemi de l'Occident. D'où on va voir maintenant l'intrusion et la valeur, j'allais dire, le poids
de la Russie qui a réussi à prendre pied dans cet espace, c'est ça qui fait peur. Et pour cela, on est prêt à lancer une bombe atomique. Cette fois-ci, vous voyez bien que c'est une bombe atomique économique. Ouais. Ce n'est pas encore une bombe atomique sur le plan létal. Ouais. Mais on est prêt à détruire complètement le Mali parce qu'on n'accepte pas que le Mali choisisse une autre voie que celle du capitalisme néolibéral sous la ferrure, la couverture, le commandement de Washington et son bras armé qu'est Paris. C'est ça l'enjeu central de cette crise. Merci, Passion Parfendom. Souffrez un tout petit peu, messieurs, que nous allions vers nos téléspectateurs. Je vois ici sur, déjà en attente, Delphin Moyompondo. Il nous appelle depuis Gitega au Burundi. Delphin, bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. Vous avez la parole. L'ensemble des équipes de Forum Média dans cette seconde maison. Transmets mes salutations à l'ensemble de tes invités. Le plateau est beau, en plus de... Allez-y, Delphin, on vous écoute. Allô? Oui, Delphin, allez-y, on vous écoute bien. Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de transmettre mes salutations à tes invités. Je disais que le plateau est beau et je n'oubliais pas notre frère Jazir qui est du côté de Paris. Donc, l'essentiel a été dit par les invités. Moi, je vais simplement insister sur un point qu'a évoqué l'aîné Parfendom. Je suis conscient que ce que je vais dire va ressembler à de l'ingérence, mais ça n'en est pas. Je vais essayer de préciser ma pensée. Il y aura sûrement des chefs d'État, je vais être poli, oui, des chefs d'État qui risquent d'être secoués par l'effet domino dont parlait M. Gamal Abina. Mais des nègres de maison comme Ouattara, vous vous rendez compte, un nain géopolitique, on ne peut pas lui accorder une place usurpée où il se fait constamment passer pour un grand sous prétexte qu'il a des bombes atomiques, alors qu'en vérité, il n'a aucun poids. Hier encore, notre sœur Linda Larbaoui, sur un plateau d'Afrique Média, nous expliquait que les Russes ont laissé filtrer l'information selon laquelle les têtes nucléaires françaises sont en fait inopérantes, en ce sens où, pour qu'elles fonctionnent, il est nécessaire qu'elles soient transportées par des sous-marins, donc par le sous-marin français qui s'appelle le Charles de Gaulle. Or, celui-ci, il est en panne au moins une fois par an. Donc, comment voulez-vous qu'un tel nain géopolitique soit considéré? Ça n'a aucun sens. Alors, si l'Élysée est un nain géopolitique, je vous laisse imaginer ce que nous, les Burundais, nous pensons des nègres de maison comme Ouattara. D'ailleurs, je ne le dirai jamais assez. Pour Gitega, vous pouvez vérifier ça auprès de la présidence du Burundi de façon officielle, le fauteuil présidentiel ivoirien est vacant depuis 2011. Notamment la société civile Sahel, à ne pas reculer d'un iota, à mettre une pression. Alors, léger souci de connexion avec Gitega, Delphin, peut-être allez vous rappeler dès que possible. Pendant ce temps, on va essayer d'aller au Cameroun avec Ken qui nous appelle justement de ce côté-là. Ken, bonsoir. Après la mise en place de lourdes sanctions contre le pays, Allô, Ken? Bonsoir, frère Bachir Ladan. Bonsoir. Bonsoir à tes illustres invités. Patient Parfendom, Gamal Abina, Dalvaris Goudou et Henri Diabaté Mandeng. Merci pour le débat spécial de ce soir. Frère, nous pensons que
la CEDEAO et l'UEMOA ont de mieux à faire que de tirer de manière absurde et inintelligible sur certains États africains, et notamment sur ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui sont résolus dans leur combat patriotique et panafricain à s'émanciper définitivement de l'oppression impérialiste et occidentale, et en l'occurrence de la France. Par exemple, ces organisations doivent songer à offrir à l'Afrique de l'Ouest une monnaie forte et unique, mais aussi tous les autres instruments de souveraineté dont ont besoin les États de cette sous-région d'Afrique pour pouvoir décoller dignement. Voilà ce qu'est pour nous le plus important. Est-ce que l'Afrique a son mot à dire relativement à la situation de crise en Ukraine? Nous pensons que les autres ne la prennent malheureusement pas au sérieux, tout simplement parce que son fonctionnement dépend essentiellement des autres. À certains Africains d'arrêter alors la corruption, la traîtrise, la prévarication et la politique politicienne, et aux autorités étatiques et dirigeantes d'Afrique de partir de cette situation de crise en Ukraine pour offrir à l'Afrique ses propres instruments de souveraineté et entreprendre en Afrique de véritables travaux idoines à son essor effectif. Voilà, frère, ce que je tenais à dire ce soir. Cela fait, je te rends le micro et je reste à l'écoute pour le reste de l'émission. Merci très cher Ken pour l'appel depuis le Cameroun et Delphin qui insiste à revenir. Alors, on va donner une minute à Delphin, le temps peut-être de dire le fond de sa pensée. Il a commencé tout à l'heure. Delphin? Allô Delphin? Alors, la connexion ne permet pas à notre ami Delphin de s'exprimer comme il se doit. Je reviens vers Henri Diabaté-Mandin. Henri Diabaté, on a écouté tout à l'heure Patient Parfendum qui a insisté sur le fait que ces décisions juridiques sont éminemment politiques, parlant des sanctions prises contre le Mali. Aujourd'hui, est-ce que le Mali est prêt à tenir encore longtemps ce bras de fer qui l'oppose à la CEDEAO et l'UEMOA? Je vais vous dire quelque chose, vous savez, ceux généralement qui contrôlent les médias ont on leur a appris un disque qui aujourd'hui malheureusement est rayé. On leur a appris qu'on ne s'oppose pas. Ce serait un suicide de s'opposer à ceux qui prétendent être les maîtres du monde. Oui. Et les maîtres du monde ont dit à Sékou, puisque De Gaulle l'avait dit à Conakry, il avait dit à Sékou en 1958, si vous voulez l'indépendance, allez-y, vous n'avez qu'à la prendre en septembre. C'est Touré. Oui, mais attention, vous assumerez toutes les conséquences qui en découlent. Finalement, les Guinéens ont voté non, et la France a fait un traitement de faveur à la Guinée pendant 60 ans. Ils n'ont pas été, alors là, ils ont multiplié toutes les chicanes sur le développement de la Guinée. En fait, c'était pour empêcher les autres pays africains d'éprouver les mêmes velléités d'autonomie, d'indépendance, les mêmes velléités d'autodétermination. Et c'est la même chose dans le cadre guinéen, dans le cadre malien. Ils se sont dit, on l'a fait hier en Guinée, parce qu'eux, ils apprennent, ils utilisent le même logiciel, ils ne le changent pas. On a paralysé la Guinée hier, on a empêché la Guinée, la Guinée de se développer malgré le fort potentiel qui était le sien, vous voyez que c'est possible. L'hémorragie a été contenue, les autres pays en Afrique n'ont pas suivi. Et dans le cas du Mali, ils se sont dit, on va appliquer les mêmes méthodes. On va paralyser le Mali économiquement, ils ne vont pas tenir. Et ça, le président Ouattara l'a dit. Il a dit officiellement, il ne peut pas dire que c'est un faux. Il ne peut pas créer un canular. Il a reconnu, il a dit, le Mali ne va pas tenir 2 semaines. Dans sa tête, il ne s'imaginait pas. Et tous les pseudo-analystes
tapis dans les officines, que ce soit en Afrique ou en Europe, disaient, on prédit que le Mali n'ira pas loin, que c'est la catastrophe, les autorités maliennes ont conduit le Mali vers la catastrophe, que c'est la GN, le Mali est promis à la GN, le Mali ne pourra pas tenir. Mais c'est curieux, il y a beaucoup de temps que le Mali tient. Hein. Pourquoi le Mali tient? Et le Mali va tenir longtemps parce que les données ne sont plus les mêmes. L'environnement, la conjoncture et l'environnement économique, l'environnement politique au monde, les enjeux géostratégiques et cette impression de renaissance de l'Afrique. Oui. Tout cela conjugué, ça fait que le Mali est dans de très bonnes dispositions pour résister. Mieux faire que résister, se développer même. Alors ça veut dire qu'Assimi Goïta et ses hommes avaient prévu tout ceci? Ils avaient prévu tout cela. Alors je reviens à vous, donnez-moi 2 minutes. Alice Kouassi nous appelle depuis Paris. Bonsoir Alice Kouassi. Bonsoir Bachir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Et bonsoir l'Afrique. Alors moi je reviens constamment sur le fait que pourquoi le Mali ne quitte pas cette fameuse CEDEAO. Pourquoi le Mali aime se faire maltraiter? Parce que c'est ça qu'on appelle la maltraitance. Pourquoi le Mali accepte que la CEDEAO, qui n'est même pas une organisation africaine, les maltraite? Le Mali s'est permis de renvoyer, comment on appelle ça, France 24, RFI, tous ces choses qu'on appelle ces journalistes. Pourquoi le Mali ne pouvait pas se permettre de dire à la CEDEAO, allez vous faire foutre? Hein? Et à partir de là maintenant, si la CEDEAO invite un membre du gouvernement malien, ils n'iront pas à leur invitation. Parce que vous nous maltraitez, vous bloquez notre comment on appelle ça? Ils bloquent la somme. Ils se permettent quand même d'inviter le gouvernement de venir s'asseoir sur la même table que pour discuter. Ça, c'est de la mafia. Il n'y a pas de mots, quoi. Je ne comprends pas pourquoi Assimi Goïta, avec son gouvernement, ne peuvent pas se retirer de cette CEDEAO qui asphyxie le peuple malien. Pourquoi, depuis le temps, les Africains n'arrêtent pas de crier et ils ne peuvent pas quitter la CEDEAO pour créer leur propre monnaie? La justice de la CEDEAO donne raison au Mali et ces criminels disent non, nous on maintient notre embargo. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire? Pourquoi l'Afrique ne veut pas que ses enfants aillent de l'avant? Pourquoi ceux de la CEDEAO, ils sont pour les Africains ou ils sont pour les Européens qui nous disent la vérité? Franchement, ce qui se passe, la CEDEAO doit unir ses militaires pour aller défendre l'Europe en Ukraine parce que Vladimir Poutine les attend. Si c'est pour les Africains, ils font sortir le gros bras. Voilà l'Europe qui est en train qui les attend. Ils ont l'armée, ils n'ont qu'à envoyer l'armée de la CEDEAO pour aller se bagarrer en Russie là-bas, que d'emmerder les Africains. Il y en a marre avec ces gens de la CEDEAO. Qu'est-ce que le peuple africain attend pour chasser tous ces criminels? Bachir, je suis en colère. Je vous remercie. Merci Madame Alice Kouassi. Et votre colère, on peut la comprendre. Et avant de prendre le prochain appelant, je prends la question de Alice Kouassi pour vous relancer, très cher Henri Diabaté Mandé. Elle dit pourquoi le Mali ne quitte pas cette CEDEAO? Est-il possible, en l'état actuel, de quitter la CEDEAO en sachant quand même que le Mali, la plupart de ses voisins sont ceux de la CEDEAO, les interactivités entre les différentes communautés, etc. etc. Ben oui, c'est déjà une raison qui est fondamentale. Tous ses voisins sont la CEDEAO, je ne sais pas pourquoi le Mali ne resterait pas la CEDEAO. Ensuite, au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas tout le monde. Tous les pays qui sont... Il y a des pays progressistes à la CEDEAO qui n'acceptent pas le diktat de la Côte d'Ivoire, qui n'acceptent pas certaines pratiques. La Guinée-Bissau, par exemple, le président Guinée-Bissau, Bissau-Guinéen, ouais, il n'hésite pas dans la CEDEAO, il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de pratiques. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, ils sont noyés par la majorité. Mais le Mali peut-il faire sans la CEDEAO?
Je dis, je ne veux pas, le Mali peut le faire, mais je ne veux pas que le Mali s'isole. Le Mali, il y a des pays à la CEDEAO, pour bien d'essayer de créer une CEDEAO bis. Il y a des pays à la CEDEAO, dans la CEDEAO, qui sont capables, dans l'instance sous-régionale, de faire peser les vues, les vues progressistes, les vues qui peuvent défendre le Mali. Je crois fondamentalement, c'est qu'il faut qu'il y ait ces institutions se démocratisent, ces institutions deviennent populaires, ces institutions puissent, c'est-à-dire dans leur gestion, que le peuple puisse s'intéresser à leur gestion. Je vous prends un exemple. Lorsque l'ECO est arrivé, on a parlé de l'ECO, Ouattara et Macron ont créé une histoire, une fumisterie qui s'appelle l'ECO. Il y avait un aspect fondamental que la société civile nigériane a critiqué, et ça c'était très important, c'est que ils ont dit autrefois dans le franc CFA, principale innovation, le président Ouattara disait, le plus grand économiste africain, dit-on, il disait, il y aura plus de représentants de la France dans le conseil d'administration, bref, dans les instances dirigeantes de l'ECO, comme autrefois avec la BEAC, avec la BCAO. Oui. Mais subtilement, ils ont créé quelque chose, un appendice qui est extraordinaire, une notion qu'on appelle le garant. Oui. Le garant. Oui. Et le garant, lui, est tout français. C'est lui qui vous dit, en fait, qui donne la garantie que les directives, qu'il y a préservation de la politique de la banque. Oui. Donc, en fait, c'est un gars qui n'est pas africain, qui n'est même pas de l'Afrique de l'Ouest, qui viendra vous dire ce que vous faites, si c'est bien ou c'est mal. Donc, et les Nigérians, la société civile... ne connaît pas forcément la réalité. La société civile nigériane a critiqué avec force cette disposition en disant non, c'est pas différent du franc CFA. Il faudrait trouver, parce que le gars, à chaque fois... Et on dit bien, s'il n'est pas d'accord, la décision n'est pas applicable. Donc, vous comprenez que la société civile nigériane s'est offusquée de cela, c'est très important. Donc, il faudrait qu'il y ait une sorte de popularisation, une sorte de... Je ne sais pas, qu'on essaye de mettre en place un dispositif pour permettre aux populations de pouvoir réfléchir sur les instances communautaires, sur l'action des instances communautaires. Parce que jusqu'ici, les instances communautaires, c'est comme un syndicat de chefs d'État, c'est l'Union africaine, où les gars, ils font leur truc à huis clos, ils ne nous disent pas, on est devant le fait accompli. Or, il faudrait qu'il y ait un véritable parlement, avec des parlementaires qui soient investis sur le plan intellectuel des questions qui sont au cœur de notre problématique de développement, mais aussi des gens qui sont suffisamment patriotes pour comprendre, pour défendre l'intérêt de l'Afrique, donc de leurs concitoyens. Donc, fondamentalement, faire sortir le Mali aujourd'hui de la CEDEAO, je pense pas, ça peut être... Alors, ça pourrait être une erreur. Ça peut être une erreur, mais on verra ce les Africains, il faut que la société civile continue de peser sur les instances communautaires. D'accord, merci Henri Diabaté. On va prendre Jean Sarpono qui nous appelle des États-Unis avant de revenir vers Dr Ngoudio. Jean, bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Vous m'entendez? 5 sur 5, Jean, vous pouvez parler. Merci. Merci. Je salue vos invités, Galvaris, Diabaté, Patient et puis Gamal. J'ai une question à poser au panel. J'ai une préoccupation parce que nous voyons que nous sommes moulés. Alors, et aussi faire les limites. Vous m'entendez? Jean, vous pouvez reprendre la question ou la préoccupation? Ok, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que nous sommes dans dans la région, nous sommes moulés dans le système économique occidental? Est-ce qu'il n'est pas temps pour que les Africains repensent leur propre système économique qui va lier les peuples et qui fera les limites entre les politiques et l'économie, parce que les politiques, souvent, font tout pour empêcher l'économie qui concerne les peuples.
voyez, c'est ce que nous voyons. Sinon, on ne peut pas comprendre comment se fait que même le franc CFA... limite entre la politique et l'économie. Parce que l'économie concerne plus l'échange entre les peuples pour leur suivi. Je vous remercie. Merci Jean Sakpono. Docteur Ngodjou, c'est là où j'interroge quand même l'économiste pour prendre la préoccupation de notre cher ami Jean Sakpono. N'est-il pas temps de repenser le système économique? Alors là, on est dans un système néolibéral, vous le dites très souvent. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un système adapté aux réalités africaines, puisque le Mali aujourd'hui, s'il se retrouve dans une situation comme celle-ci, c'est certainement parce que le pays aura accepté de vivre selon un système qui n'est pas forcément le sien. Oui, pas seulement le Mali, Bachir, pratiquement l'ensemble des États sur le continent qui ont accepté ce système. Ce système qui n'a marché pratiquement nulle part. Si le système néolibéral marchait, on ne verrait pas des millions d'Américains dans la rue en plein New York, n'ayant pas de quoi manger, n'ayant pas un toit. En plein hiver. Oui, en plein hiver. On ne verrait pas des millions de personnes. En France, il y a 6 millions de sans-abri en France, SDF. Pas des chômeurs, c'est des gens qui ont travaillé, mais dont leur retraite ne leur permet pas d'avoir un logement digne de ce nom. Regardez partout de par le monde entier. Le capitalisme sauvage que nous on applique chez nous n'a pas marché. C'est pas chez nous que ça pourra marcher. Si au cœur du capitalisme, en réalité, c'est une des explications de tous les gars qu'on voit de par le monde entier. Parce que le capitalisme existe. L'essence du capitalisme, c'est la guerre. Il faudrait bien tourner, il faudrait bien faire tourner les machines, il faudrait vendre des armes pour que les gens continuent de s'enrichir. Ça ne peut pas marcher. Mais par contre, on a essayé d'implémenter chez nous. À l'époque, c'était un livre qui avait été écrit dans ce sens-là, au moins deux leaders camerounais, le libéralisme communautaire, ce qui officiellement était censé être une idéologie qui encourageait, en fait, qui préconisait être à cheval entre le capitalisme et le socialisme. Et ailleurs, on a implémenté cela. Tous les États de par le monde entier qui sont puissants jusqu'à aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les nations qui sont passées par soit un capitalisme d'État, par un socialisme. Que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, etc. etc. Même si les gens veulent à tout prix faire du capitalisme, que ce soit le capitalisme d'État, c'est-à-dire le capitalisme qui tient compte du bien-être de la population. À un certain moment au Cameroun, on a implémenté cela. C'est quand on a commencé à flirter de très près avec les institutions de Bretton Woods, on a commencé à nous imposer, on a commencé à dire, vous devez licencier les gens. On ne connaissait pas ça. On licencie les gens pour aller où? Ils restent à la maison. On commence à dire on diminue les salaires. Alors qu'on privatise tout. Le pire, c'est pas qu'on privatise. C'est quand on privatise, celui qui reprend, il met beaucoup de gens à la porte, il ne paye pas le droit. En même moment, on a pris des cas d'espèces comme le cas de Camara et Ansi Régis Fécamp. Alors que pour que ces entreprises fonctionnent, il y a des subventions de l'État à l'intérieur. Camara se fait une tonne de bénéfices avec le transport de cargo. Mais au-delà de cela, ils ont un quota de passagers à porter par an. Quand ils n'atteignent pas ce quota, l'État est comme obligé de leur payer. Alors qu'en principe, ils se font déjà des bénéfices de plusieurs milliards. Je veux dire que le système capitalisme n'a pas marché. Et nous allons droit dans le mur. Tous ceux qui implémentent ça partent droit dans... Il n'y a aucun pays au monde qui s'en sort. Mais maintenant, vous avez posé une question importante à mon avis, notamment sur la sortie de la CEDEAO. Henri s'est montré très méfiant, il a dit... Moi, je suis méfiant. Nous avons intérêt à marcher ensemble. Nous avons intérêt à nous soutenir. Mais on n'est pas obligé de marcher ensemble si notre vie est en danger. Je veux dire, pratiquement dans tous les systèmes, s'il y a... quand notre organisme fonctionne avec les cellules, c'est la base de la société, tout ce que nous avons. Mais il y a ce qu'on appelle les cellules qui peuvent être cancérigènes. En ce moment-là, on fait comment? On les élimine. La Mauritanie était membre de la CEDEAO. Elle est aujourd'hui. Il y a des États qui étaient là-bas. C'est comme un peu le CFA. Tout le monde est dans le CFA aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'États qui étaient membres du CFA, qui est une grande communauté. Puis en fait, le principe du CFA comme communauté, c'est important. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs qui avons la même monnaie. Mais si les mécanismes ne nous permettent pas de nous épanouir, si les mécanismes sont utilisés pour nous écraser, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Le Maroc est sorti du CFA. Le Maroc est beaucoup mieux aujourd'hui. La Tunisie, je ne sais pas quoi, le Vietnam, l'Indonésie. Tous ces États étaient membres de la zone franc. Donc moi, je pense pas qu'on marche avec des gens
qui pensent à peu près comme nous, qui veulent vraiment notre bonheur. Mais si les gens commencent à vouloir notre malheur, c'est-à-dire ils ferment des frontières, ils disent que nous avons notre argent égale notre argent, nous sommes en guerre, ils ne peuvent même pas nous soutenir. Mais à peine, figurez-vous que quand la CEDEAO a commencé à prendre les sanctions, ils ont mis en branle une force d'attente pour aller tuer les gens au Mali. Alors que quand il fallait soutenir le Mali contre la scission du pays, il n'y a personne qui a parlé. Il a fallu que le président tchadien ici prenne les troupes, les détachements Scorpion, pour envoyer au Mali pour soutenir les Maliens. Ne faisant pas partie de la CEDEAO. Très bien, et même le financement. Les CEDEAO à l'époque a même refusé, puis ils ont dit officiellement qu'ils devaient financer. C'est pourquoi le président Déby était très remonté contre eux. Ils ont accepté qu'ils devaient financer, mais le Tchad était content de prendre dans son budget pour financer ces troupes qui étaient là-bas pour le bien-être d'une nation de la CEDEAO. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a vu. Et ces ardoises traînent toujours. Justement, en Côte d'Ivoire. Oui, alors, je reviens à vous, messieurs. Comme vous le savez, nous sommes aussi tenus par les contraintes du temps. On a encore environ 40 minutes et on a une deuxième thématique. Cependant, je voudrais consacrer les 4 prochaines minutes à prendre un ou deux derniers appelants. Lamine Diop, me fait-on savoir, est au bout du fil depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Fouyou ainsi que votre régie technique, bonsoir à l'ensemble de vos panélistes qui participent à ces deux thématiques, ils sont 4 je pense, un grand bonsoir à eux, et je pense que tout a été dit sur le Mali, je ne vais pas forcément revenir sur leurs propos, mais je voudrais un petit peu rapporter ma part de contribution sur la deuxième thématique, en anticipant, c'est vrai. Disons que Bachir, la guerre en Ukraine c'est un signal pour l'Afrique, je m'explique. Quand dans son allocution, Poutine expliquait le pourquoi du comment de son opération spéciale en Ukraine pour tuer le projet abject de l'OTAN à l'encontre de la Russie, quand Poutine parlait de la dollarisation de la finance mondiale étant une arnaque politico-financière, quand Poutine parlait de la nécessité indispensable d'un nouvel ordre mondial multipolaire bas, le message est clair, il est ferme et surtout il est d'une grande valeur capitale pour l'Afrique noire en tout cas. Parce que cet ordre mondial dans lequel nous vivons a été mijoté pour élever et fortifier les nations dites blanches d'Europe occidentale. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique noire francophone que je connais, elle a été d'une incroyable naïveté vis-à-vis de l'Occident sur le plan économique, politique, financier et monétaire. On a été ébloui par la puissance occidentale. On a voulu développer autant que possible les échanges ou les accords sur une base foncièrement inégalitaire, limite racialiste. Par exemple, le porteur de sac de l'Occident en Afrique francophone, la France a accès sans frais aux devises africaines en les capitalisant dans son propre trésor public et mécaniquement créer une paupérisation de la société africaine et bloquer la transformation locale du fait que la monnaie africaine devient très chère à exporter. C'est mécanique. Le CFA, comme toute monnaie, est forte à l'exportation et faible à l'importation vu qu'elle est arrimée à une euro extrêmement forte et non adaptée à la conjoncture économique de la zone de l'Afrique francophone. Vous savez, derrière tout ça, on est dans une situation de quelqu'un qui dort d'un mauvais sommeil et qui commence à cligner des yeux et à regarder d'où vient la lumière, mais qu'il n'est pas complètement éveillé. Or, l'éveil africain est désormais là, initié par Poutine et son état-major. Et l'Afrique n'aura pas de chance. La Russie est le seul grand frère dans cette cour de récréation, car nous sommes en récréation. Nous sommes en récréation et à la fin de cette récréation, un nouvel ordre mondial sera acté par la Russie. Tant pis aux frileux, car les Russes donnent et croient beaucoup aux valeurs amicales manifestées, comme l'a stipulé un de mes amis russes, Mikhail, que je salue d'ailleurs. Donc l'Afrique ne doit pas avoir honte de choisir son camp et glorifier la Russie, car les nations d'Europe occidentale n'ont pas honte de choisir leur camp, qui est celui des États-Unis, malgré leur pédigré criminel à travers le monde. Et cette crise ukrainienne l'a très bien montré avec leur flagronnerie politico-médiatique en faveur des États-Unis. Et en contextualisant d'ailleurs, je finis par là, la Russie a totalement refusé de s'impliquer à la fois à la traite négrière et à la colonisation, 2 actes immondes et abjects posés par les Occidentaux. Et cela suffit largement pour comprendre, avec cet ordre mondial dirigé par la Russie, l'Afrique trouvera sa place et enfin pourra initier sa première révolution industrielle parce que pour l'instant, au moment où le monde est actuellement à sa 4e révolution industrielle, c'est-à-dire celle de la nanotechnologie et de l'intelligence artificielle, après les objectifs atteints de la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, ensuite la deuxième scientifique, qui était scientifique, c'est-à-dire l'invention de l'électricité, et la 3e, celle de la conquête de l'espace et de l'Internet. Donc, je dis vive à la Russie et l'opinion publique africaine francophone doit pousser leurs États à s'allier au grand bloc Est, c'est-à-dire ce sera notre seul échappatoire. Je m'arrête par là, merci. Belle fin de soirée, ou bon début de soirée, à bientôt, merci.
pour la fidélité en cette télévision For You TV du groupe Ton Super. Eh bien, le dernier appelant, on va s'y essayer. C'est Peter qui essaye de nous joindre depuis l'Écosse. Est-ce qu'on peut aller prendre l'appel de Peter? Allô, Peter? D'accord, voilà, donc on y retournera tout à l'heure. Ça nous permet donc de lancer la prochaine thématique, messieurs. On parle toujours de cette Afrique sous le prisme de la crise en Ukraine. Vladimir Poutine et ses hommes, depuis pratiquement 1 mois et 2 jours, ont lancé l'assaut en Ukraine pour, alors il a utilisé dénazifier et démilitariser, c'est ça, l'Ukraine, qui représente aujourd'hui un danger, puisque voulant être le porte-flambeau de l'OTAN à ses portes. Alors, aujourd'hui, la question pour nous n'est pas de savoir pourquoi Poutine le fait, mais c'est de savoir est-ce que l'Afrique a son mot à dire dans cette guerre. Je voudrais pour cela commencer, pourquoi pas, par Gamal Abina, qui nous attend de l'autre côté. Gamal Abina, alors, vous avez la parole sur la crise ukrainienne et la voix de l'Afrique. Voilà, concernant la crise ukrainienne, j'en parlais au préalable, effectivement la crise ukrainienne pose problème parce que d'abord on rebat les cartes dans la région. Alors on voit bien que Zelensky fait feu de tout bois, fait référence au passé, la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, Verdun pour les Français, la bataille d'Angleterre, bref, il nous a sorti toutes sortes de discours au niveau des parlements pour sensibiliser les populations. Parce qu'il sait parfaitement aujourd'hui, il a compris que l'OTAN ne bougerait pas, ils l'ont répété à de nombreuses reprises. Il sait parfaitement surtout qu'il a été embarqué dans un conflit qu'il aurait pu éviter. Au départ, il n'était pas anti-russe, hein, Zelensky, il faut jamais oublier, quand il est au pouvoir, il est plutôt, d'ailleurs il est russophone, il est plutôt favorable à un apaisement avec les Russes. Mais il est poussé par les oligarques dont il est issu, c'est un oligarque qui l'a placé là, un directeur de télévision qui est très riche, et ils l'ont poussé au maximum pour créer une tension et pour faire en sorte que l'Ukraine intègre d'abord dans un premier temps le commandement unifié de l'OTAN, donc les forces de l'OTAN, simplement sous le parapluie américain, mais surtout, et c'est le plus important, pour pouvoir intégrer éventuellement l'Union européenne. Donc l'Ukraine qui est un pivot économique dans la région, c'est pas n'importe quoi, qui est un pivot aussi stratégique, hein. C'est un pays qui est frontalier de l'Europe et surtout de la Russie, c'est un pays qui a un passé très compliqué par rapport à la question des anciens SS qui ont existé en Ukraine. C'est un pays qui a 8 ans de conflit dans le Donbass, la région russophone, et pour lesquels d'ailleurs ils ont pris des lois extrêmement dommageable pour que les populations ne parlent plus le russe, qui est quand même très rare pour les gens qui ne parlent que le russe, mais surtout c'est un problème qui est lié à un passé. Alors on voit bien qu'il y a les néo-nazis qui sont toujours actifs, hein, particulièrement sur l'histoire de la milice Azov, hein, qui est très active et qui tue beaucoup de gens. On voit que le conflit a démarré sur des actions des néo-nazis, on n'oubliera pas qu'en 2014 c'est eux qui attaquent en premier. On voit bien qu'ils en voulaient aux Russes et aux communistes en particulier, et qu'aujourd'hui, eh bien, les Ukrainiens, qui avaient déjà été un petit peu, qui avaient composé à l'époque avec les nazis, rejouent la carte de l'Ouest contre l'Est. Donc, quand on dit que l'Ukraine est un problème dans la région, c'est que le problème qui se pose, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un instrument d'un problème qui s'appelle l'ONU, qui s'appelle pas l'ONU, qui s'appelle l'OTAN, qui est commandé par l'Amérique. Et l'OTAN, elle, évidemment, ne fait pas de cadeaux. Elle est là pour pousser son avantage au maximum. Poutine a fait un choix, il a dit stop à l'OTAN. Il a négocié au départ, on s'est moqué de lui. Il y a eu quand même 3 phases d'élargissement de l'OTAN à l'Est, donc à la frontière russe. Poutine était presque quasiment membre associé de l'OTAN en 2007. Et puis après, il a claqué la porte parce qu'il a vu qu'on se moquait de lui. Et donc, cette façon de vouloir humilier les Russes a conduit effectivement à une radicalisation des positions russes qui aujourd'hui ont pris leur avantage. Le conflit, contrairement à la propagande occidentale, n'est pas du tout gagné, pas du tout perdu pour les Russes. Il y a une position qui est très claire, c'est qu'ils ont balayé littéralement l'aviation ukrainienne, qu'ils ont balayé les forces terrestres qui se sont retranchées dans les villes et qu'ils ne veulent pas attaquer les villes de façon frontale pour éviter le maximum de pertes de civils. Non pas parce que les Russes sont des humanistes, hein. On se rappelle quand même qu'à Grozny, ils n'ont pas hésité à détruire un tiers de la population tchétchène, mais en ce qui concerne l'Ukraine, les bombardements restent malgré tout très ciblés. On parle à l'époque, on parlait de bombardements chirurgico-américains qui ont rasé l'Irak quand même, hein, il n'y avait rien de chirurgical là-dedans. Par contre, là on ne parle pas de chirurgical, alors qu'effectivement les Russes ils vont quand même en douceur. Alors évidemment une guerre est une guerre, il y a des morts, il faut les contester, il faut les regretter, c'est la pire des choses qui puisse arriver une guerre, même si elle est moins massive que ce qu'ont connu ces pauvres Tchétchènes. Il n'en demeure pas moins que la méthode russe aujourd'hui c'est de ne pas s'aliéner la population. Et j'en veux pour preuve qu'ils réclament systématiquement le départ des populations civiles des villes, dans le but de prendre les villes dans lesquelles sont cachées effectivement les forces ukrainiennes et les forces qu'on appelle ukro-nazis pour certains, que j'appellerais néo-nazis, qui ont une nostalgie du nazisme, mais qui encore une fois se sont trompés de combat. Rappelons quand même que l'Ukraine est un pays slave, un pays orthodoxe comme la Russie, que ce sont des pays frères, et que malheureusement deux nations comme ça, qui se font la guerre, de nations sœurs en l'occurrence, on va dire les féminins pour la forme, deux nations sœurs qui se font la guerre, c'est toujours catastrophique, c'est ce qu'on appelle une guerre civile, littéralement c'est ce à quoi on assiste. Ça n'arrange que l'Occident. Maintenant les sanctions
pas de l'OI, parce que l'OI n'est pas dans la partie. Les sanctions unilatérales de l'Union européenne et des États-Unis sont ridicules. Elles se retournent systématiquement contre ceux qui émettent les sanctions. La Russie, ça reste un poids lourd mondial pour l'économie, 30% d'énergie. Ça reste un poids lourd aussi pour l'économie mondiale, je veux dire l'économie européenne, j'ai une bêtise pour l'énergie. Ça reste un poids lourd surtout concernant l'agriculture. L'Ukraine et la Russie, c'est 30% des besoins mondiaux en matière de blé. Et le blé, c'est la denrée alimentaire la plus importante pour les gens. Et puis surtout aujourd'hui, les Russes ont fait un coup de maître extraordinaire hier. Lorsque Poutine a annoncé puisqu'on lui refuse les dollars et qu'on lui bloque ses avoirs en Europe, et il a dit, vous allez me payer mon gaz et mon pétrole, ainsi aussi que le charbon pour les Allemands, vous me le paierez en roubles. Et ça, c'est un coup magistral. Pourquoi? Parce que d'abord, il donne à sa monnaie qui ne valait rien du tout une valeur intrinsèque, cette fois-ci qu'on va appeler pétro-rouble, donc c'est pour balayer le dollar, et surtout parce que pour acheter en roubles, pour acheter donc ces fameuses ces denrées énergétiques en monnaie rouble, il faut acheter du rouble. Donc quoi qu'il arrive, ils sont obligés de lui redonner de l'euro, du dollar, et ils donnent une valeur ajoutée à la monnaie. Donc c'est un coup de maître qu'il a fait, qui est un vrai tremblement géopolitique et géoéconomique, qui aura des conséquences très grandes dans l'avenir, parce qu'évidemment, quand les Russes ont ouvert la voie, d'autres pays pourront commencer à envisager de faire en sorte de faire une parité de leur monnaie avec la valeur énergétique, et ça risquerait de transformer la donne et surtout de dévaloriser le dollar, qui ne vaut plus grand-chose sur le marché international depuis Bretton Woods maintenant. Voilà, donc c'est cette espèce de domination du dieu dollar quasiment pour certains, hier a été remise en cause de façon très violente. Les Chinois ont fait de même de leur côté, puisqu'ils libellent leur compte, je crois, maintenant en yuan. Donc ça va vraiment bousculer la donne, ça va transformer littéralement la face du monde et les Africains, puisque les Africains sont intéressés par la question. Les Africains ont tout intérêt à observer avec une certaine mesure la position européenne et la position russe, parce que rappelons tout de même quand même que la Russie reste la première puissance militaire mondiale. Quoi que les États-Unis fassent, ils sont en retard technologique par rapport aux Russes. Ils n'ont pas de missiles hypersoniques, ils n'ont pas de moyens massifs d'attaque au niveau de l'armement terrestre, parce que les Russes ont beaucoup de capacités aéroportées et beaucoup surtout de blindés. C'est la plus grande puissance en termes de quantité de blindés, et ont les avions de combat de plus haute technologie. Donc la question africaine, c'est de savoir est-ce que oui ou non ils vont se positionner du côté des anciennes puissances coloniales qui n'auront pas vraiment fait du bien, ou du côté des Russes et des Chinois, parce qu'ils sont alliés aujourd'hui, c'est très bien, pour bénéficier peut-être d'un parapluie ou éventuellement d'un développement ou d'une participation au développement de la part de ces pays qui sont des grandes puissances qu'il ne faut pas mettre de côté. Après, ne nous voilons pas la face, chacun défend ses intérêts. Si les Africains s'allient avec les Russes et les Chinois, ils ont intérêt vraiment à défendre leurs intérêts de façon très mesurée et très réfléchie, parce qu'il ne faut pas tomber dans un autre néocolonialisme qui ne dit pas son nom, bien qu'aujourd'hui ça n'est pas encore le cas, mais ça peut arriver. Les dérives de l'argent produisent beaucoup de problèmes de ce type. Voilà en substance qu'on peut dire sur ces questions-là. L'Afrique doit observer avec une certaine mesure et ne pas tomber dans le piège de l'obligation de la sanction imbécile comme ont fait les Européens, parce que de toute façon elle serait la grande perdante dans l'histoire. Merci Gamal Abina. L'Afrique doit observer pour ne pas tomber dans un autre piège. Eh bien, Peter nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir Peter, vous avez la parole. Alors après Peter, messieurs, on revient, ce sera une fois sur le plateau. Peter, vous avez la parole. Bonsoir Monsieur Bachir. Merci beaucoup. Call Center. Je salue tous vos invités. Docteur, sorry, ça va me revenir tout à l'heure. Je vais donner mon petit je vais donner mon petit point de vue. Voilà. Je voulais quand même faire comprendre un peu aux téléspectateurs de For You TV pour qu'ils comprennent bien les enjeux géopolitiques qui se passent actuellement. Je vais d'abord aborder le problème du Mali. Ce qui se passe au Mali, c'est tout simplement les conséquences de ce qui est en train de se passer en Europe entre l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie et l'Iran. Les Américains ont pris conscience qu'il y aura une dédollarisation très bientôt. Donc, ils sont maintenant en mode commande. C'est comme ça on dit en français. Hein. Ils ont approché le Qatar, ils ont approché l'Arabie Saoudite, ils ont approché même les pays ennemis qui étaient Venezuela et puis Iran, pour leur dire qu'on peut lever l'embargo sur la condition que vous puissiez augmenter les capacités de pétrole et aussi que vous puissiez fournir le pétrole à l'Allemagne, ce qu'ils ont refusé. Aujourd'hui, on nous apprend que l'Union européenne a signé le contrat de fourniture de gaz pour pallier le gaz russe, alors que les écologistes qui étaient restés muettes ont commencé à badigeonner, comme on dit en français, mais qui sont un peu sous la pression de Davos et de tous les autres organismes puissants. Bon, ça, c'est la première parenthèse. Deuxième chose, toujours
par rapport au Mali. La France avait donné un discours il y a 4 jours. M. Macron a dit que l'Allemagne aurait dû ne pas fermer les centrales nucléaires parce que eux, ils ne sont pas sous le joug du gaz, même si c'est à 20%, mais ils ont l'énergie nucléaire. Mais quand elle parlait, elle regardait automatiquement l'Afrique, c'est-à-dire le Niger, elle regardait le Burkina, elle regardait également le Cameroun. Or, dans la politique de Poutine, dans ce qu'il a préparé depuis 15 ans, ce que les Européens n'ont pas compris, ni même les États-Unis, c'est qu'il a décidé de mettre le monde sous forme bipolaire et peut-être même multipolaire pour que l'hémogénéie des États-Unis s'arrête, parce que c'est tout le temps le chantage, avec tout ce qu'ils ont fait comme dégâts en Europe, en Asie, en Afrique. Il a décidé, avec son ami Xi Jinping, de pouvoir rétablir le nouvel ordre mondial. Donc la France, je vous dis, dans très peu de temps, si à moins, je dis bien, unless France tente de renégocier en souterrain avec Moscou, elle va se retrouver vraiment à la 30e position. Parce que dans le plan de Poutine, c'est de faire la ligne droite depuis Alger jusqu'en Angola. Donc ça veut dire toute la ligne de la soie va être cover et elle va perdre le Niger bientôt, elle va perdre le Burkina, elle a perdu le Centrafrique et le Cameroun va complètement glisser dans sa main. Ça, c'est la 3e position. Quand on parle de ce qu'ils ont voulu faire comme coup d'État, je peux appeler ça comme ça, au niveau de ECOWAS, lors de la dernière réunion que M. Assimi Goïta a refusé parce qu'il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui a été rejeté parce que pour eux, il fallait que les présidents. C'est parce que le renseignement russe avait déjà informé Bamako de ce qui devait se passer. C'était un empoisonnement, tout simplement. Même pas une salutation, non, mais ça allait se faire même à la descente de l'avion. Donc tout ça était préparé. Le projet a avorté. La France est paniquée parce que dans le programme, il y avait Bachar el-Assad qui devait être assassiné pour pouvoir permettre à Israël de passer par le Liban où ils ont fait exploser le port pour que le pétrole quitte directement pour arriver en Israël et Israël allait dicter les lois cachées derrière les États-Unis. Ce plan a échoué. Et le plan africain également était de pouvoir isoler Assimi Goïta pour replacer l'opposant qu'ils ont gardé en Côte d'Ivoire pour que la France continue encore son programme de, comment on dit en français, pour dire remplacement de énergie renouvelable, comme ils ont appelé transition écologique. Ça aussi, ça a échoué. Donc, il y a une grande panique. Il y a un vent qui va souffler parce que les États-Unis sont très décidés à pouvoir maintenir le dollar comme monnaie d'échange, alors qu'ils sont conscients qu'actuellement, les choses sont en train de changer en leur défaveur. Pour terminer, M. Bachir, pour aborder le problème même qui nous concerne, quand on regarde un peu le schéma géopolitique et on écoute ce que le presse mainstream fait comme le propagande, c'est très drôle parce que ils sont obligés de faire. Moi, je vous dis, parce que je suis en Europe, je vois un peu comment la Grande-Bretagne est en train de se comporter de façon très subtile vis-à-vis de la France. Parce que l'objectif des États-Unis, c'était d'affaiblir l'Europe pour reconstruire un plan Marshall II et préserver la Grande-Bretagne, qui est bien entendu la maison mère de ce désastre, tout en ne faisant pas confiance à l'Allemagne, parce qu'ils savent très bien que l'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe. Et à un moment donné, elle serait obligée de se défaire et laisser la France seule. Notre cher Peter qui nous appelait depuis l'Écosse, un grand salut à ceux qui nous suivent, ils sont très nombreux du côté de l'Europe, Dr Aswa Posali Kambi, qui vous salue tous messieurs sur le plateau, Pat Ikoum également, et bien sûr Laila Bombolibak, ils sont nombreux à nous suivre. Patient parfait d'homme, que peut l'Afrique ou que doit faire l'Afrique dans ce combat des titans? Il faut d'abord revenir pour dire à certains de nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous interpeller que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent dans lequel il y a plus d'une 50aine de pays, il faut le savoir. Et deuxièmement, cette zone-là est divisée en ce que j'appelle la zone d'influence, n'est-ce pas, de certaines puissances étrangères, surtout occidentales. Quand on a fait le débat tout à l'heure, quand on a fait le sujet sur le Mali, on ne comprenait pas. Mais le Nigeria, c'est une grande puissance économique en Afrique. Mais pourquoi elle laisse cette espèce de chien-lit s'installer au Mali sans qu'on ait pu se réagir?
Mais ce que les gens ignorent, ou bien font semblant d'ignorer, c'est que le Nigeria lui-même, sur le plan politique et idéologique, il est complètement dans le camp de l'Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'enjeu central, il est là. Et on dit donc, ce n'est pas au petit Mali, qui pèse moins économiquement, qui pèse moins politiquement, qui doit nous donner la leçon de cette quête de souveraineté au point de dire je suis libre de choisir mes amis en fonction de mes propres intérêts. C'est pour ça qu'on tape violemment sur le Mali aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de vous dire, il faut qu'en faisant l'analyse des situations, qu'on essaie aussi de bien scruter les dynamiques qui sont en train de traverser aujourd'hui le monde. Est-ce que le centre du monde aujourd'hui se trouve toujours en Occident? Quand on regarde très bien, je pense que la question est non. Pourquoi? Parce que deux gros piliers, n'est-ce pas, de l'influence des espaces et des pays dans le monde se sont déplacés. Avec la chute du mur de Berlin des années 91, les États-Unis se sont retrouvés tout seuls. Un, première puissance économique. Deux, première puissance militaire. Subitement, patatras, avec les multiples guerres qu'ils ont eu à organiser à travers le monde, avec les conséquences violentes que nous connaissons, Afghanistan, Libye, Irak, on n'aura pas le temps de tout égrener, et leur cohorte de drames, de deuil et de morts, par millions, s'il vous plaît, parce que ça ne fait pas petit, ils n'ont pas vu venir l'orgueil de la Russie. Parce qu'en réalité, dans leur projet, il fallait s'attaquer très rapidement à la Chine pour lui ôter toute capacité, n'est-ce pas, de se projeter dans la cour des grands économiquement parlant. Ils n'ont pas vu venir l'orgueil de la Russie à travers le leadership de Vladimir Poutine, qui a décidé, après ce qui s'est passé en Irak, mais surtout en Libye, que plus jamais, la Russie ne va plus accepter de jouer le second rôle. La Russie se donc construit patiemment, avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, et patatras, on a découvert avec le conflit syrien que la Russie était de retour sur la scène politique mondiale. Et elle n'était pas de retour comme un supplétif d'une quelconque puissance, mais elle était de retour comme la principale puissance militaire au monde. Elle s'affirme. Et justement, de par là, elle a affirmé cette puissance. On a vu lors de la célébration de 70 ans de la création de l'armée rouge, tout récemment, le défilé de l'armée russe et le déploiement de quelques-uns de ces dernières trouvailles en matière militaire, technologique, et tout ce que vous voulez. Et alors là, tous les experts dans le monde ont convenu d'une chose, la Russie est de retour, elle a repris sa place de première puissance militaire au monde. C'est ce que notre ami de l'autre côté essayait de décrire tout à l'heure. Alors, nous avons donc, enfin, l'Orient, si on peut l'appeler ainsi, dans le bloc russo-Inde-Chine, où vous avez la première puissance militaire et en plus la première puissance économique, que la Chine. Comment l'Europe peut-elle continuer à prétendre challenger ces gens-là s'ils ne font pas dans leur stratégie, et c'est là où la stratégie américaine est très intéressante aujourd'hui, de confisquer l'Afrique, de donner du poids à ces hommes liges, ou bien j'allais dire à ces contremaîtres qui dominent notre continent, de renforcer leurs positions pour que l'Afrique ne bascule pas dans le camp de ces nouveaux pays émergents qui contestent le leadership américain. Voilà tout l'enjeu. Et c'est pour cela que vous avez vu le fameux vote qui s'est passé au niveau de l'ONU par rapport à l'Assemblée générale par rapport à cette opération militaire spéciale. C'est comme ça, je reprends à mon compte, n'est-ce pas, le narratif russe. On a vu un pays comme le Sénégal, qui est d'habitude aligné sur des positions françaises, prendre une position de neutralité. Et je vous dis, un fonctionnaire américain a dit il faut punir tous les pays africains qui n'ont pas voté comme nous. Thomas Greenfield. Et cette pression continue. C'est ça qui peut peut-être expliquer le fait que, malgré le fait que le tribunal, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO, est pris pour décision de suspendre des décisions contre le Mali, pour faire allégeance au maître qui dirige, n'est-ce pas, ce bloc-là, la CEDEAO a été obligée de reconfirmer ces sanctions, mais surtout, au contraire, de tenter même de les durcir. Donc, voilà la problématique dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une question de peuple. C'est une question des hommes politiques qui ne sont plus au service des peuples. L'histoire de l'écho Macron, c'est comme ça que je l'appelle, l'écho Macron-Ouattara, il est venu à marge d'une proposition authentiquement
africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où les pays sont réunis, ils ont décidé qu'ils vont créer leur monnaie, ils l'ont appelé ECO, qui est le diminutif de ECOWAS, qui est la version anglaise de CEDEAO. Et cette monnaie-là avait pour objectif d'éventrer le projet authentique, cette fois-là, de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que la France sait pertinemment que si elle perd même quelques pays de l'Afrique de l'Ouest dans la domination outrancière qu'elle exerce par rapport à cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, effectivement, il y aura effet boule de neige et on ne sait pas ce qui peut advenir au niveau des pays comme l'Afrique centrale. Mais ce que je dis à nos pays, et c'est pour ça que je suis très regardant par rapport à la position malienne, nous n'allons pas nous défaire de cet assujettissement du plan monétaire sans faire la guerre à la France, d'une manière ou d'une autre. On a cité quelques pays, d'avance cité quelques pays. Vous savez, le Maroc, ils ont dû faire la guerre à la France avec des milliers de morts. On a démis le roi Maroc, on l'a déporté hors de son pays. Il a fallu que le peuple marocain se soulève et qu'il y ait des morts terribles. Il a été déporté à Madagascar, terrible pour que la France soit obligée de reculer et de ramener le roi. Voilà comment le Maroc va sortir de franc CFA, bien de France français. Alors, la Tunisie, rebelote. En Tunisie, c'était encore plus grave. Parce que le néo-destour a dit jamais on ne peut plus continuer à accepter et votre coopération avec votre front français, mais surtout la base militaire française que vous avez chez nous, là encore des milliers de morts. C'est ça l'histoire. Des milliers de morts et qui vont conduire justement à permettre à la Tunisie de se sortir Les exemples sont légion en tout cas. Et enfin l'Algérie, l'Algérie qui n'était pas de moindre. Je vous rappelle que les premiers essais nucléaires de la France se passent sur le sol algérien, dans le Sahara algérien, avec les conséquences que vous connaissez, d'ailleurs qui impactent avec ces mouvements de ces nuages de poussière qui atteignent malheureusement la France aujourd'hui. Je dis malheureusement pour dire, il ne l'avait jamais espéré. Alors, avec des accords de Vienne de 62, qui viennent d'ailleurs de signer, qui vont mettre fin à la, avec une guerre violente que nous connaissons. Au Cameroun, oui, parlons-en du Cameroun, oui. Mais le Cameroun pose la question. La problématique de l'indépendance et de la souveraineté camerounaise est éminemment aussi économique. Nous voulons être en capacité d'avoir l'orientation économique qui nous sied. Donc, la sortie, justement, de toute forme d'assujettissement monétaire, on ne parlait pas du Vietnam, et la guerre, on la connaît avec des bombardements et napalm qui est une arme de destruction massive. Est-ce qu'on pense que c'est sous le coup de la bonne volonté, de l'altruisme, d'enfin la compréhension de la France qu'on va signer qu'aujourd'hui le franc CFA est terminé? J'ai dit non. Il faut justement qu'il y ait des exemples comme le Mali, des exemples comme la République centrafricaine, des peuples qui se soulèvent, qui se battent pour leur dignité, pour leur souveraineté, pour qu'on puisse arriver à la création de ce nouveau paradigme. Très bien. Donc, l'histoire pour sortir de l'Afrique, au niveau de ces peuples, c'est pertinemment que la confrontation qui oppose aujourd'hui les troupes de l'OTAN, il faut le dire ainsi, sur le sol ukrainien, face à la Russie, si nous ne faisons pas attention, l'histoire nous l'a toujours montré, nous serons les dindons de la farce. Parce que quand la France gronde, tonne, dit aux Allemands, mais vous avez traité au fin à votre programme nucléaire, la France compte sur quoi pour pérenniser son programme nucléaire? Elle compte sur l'uranium africain. Il n'y a pas que le Niger, il y a aussi le Mali, il y a aussi d'autres pays, la Centrafrique et d'autres pays riverains. Donc pensez-vous, on n'a pas le temps, mais pensez-vous vraiment sincèrement que cela va se faire sans qu'il y ait des confrontations violentes et armées entre nous et ces gens-là? Voilà la question qui est posée. Voilà toute la question qui est posée d'Alvaris Ngudjo. Alors, Linda Thomas Greenfield qui disait, parlant de cette guerre, quand elle a constaté tout simplement que plus de 2 tiers des Africains à l'Assemblée générale n'avaient pas pris position en faveur des sanctions contre la Russie, elle a tout simplement déclaré qu'il ne pouvait y avoir de terrain neutre dans le cadre de cette crise. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela, parlant des Africains? On peut comprendre cela que, premièrement, du point de vue des Américains, notamment des Occidentaux, la démocratie n'existe pas, il n'y a pas la liberté de choisir. Si vous n'êtes pas derrière eux, ils supposent que vous êtes contre eux. Peut-être pour dire, avant de venir en Afrique, il faut noter que plus de 75% des pays de par le monde entier comprennent la Russie, n'ont pas voté contre la Russie. Parce qu'en Asie, il n'y a que le Japon et la Corée du Sud qui appliquent les sanctions. Parce que la question, ce n'est pas seulement au niveau de la résolution. D'ailleurs, que la résolution au niveau de l'Assemblée générale... c'est un allié de l'OTAN. Oui, justement. Parce qu'il a dit le Japon et la Corée du Sud, oui.
qui sont les alliés de l'OTAN et des Américains. Donc, vous dites qu'en fait, la résolution n'était même pas contraignante. Ce n'est qu'une résolution au niveau de l'Assemblée générale. Pour que ce soit contraignant, il faut que ça passe par le Conseil de sécurité. Où les Russes vont mettre le... Exact, très bien. Donc, au niveau de l'application des sanctions, près de 80% des pays dans le monde entier n'appliquent pas cela. Ce n'est que le Japon, la Corée du Sud, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'ensemble des pays de l'Amérique latine, aucun de ces pays n'applique les sanctions parce qu'ils savent le sens de leurs intérêts. C'est pourquoi même du point de vue de la population, nous parlons au monde entier, près de 80% de la population n'applique pas l'Inde, la Chine, c'est pas quoi. Mais maintenant, venons sur le continent africain, tout est clairement établi. La lecture, les Africains voient le sens de leurs intérêts. C'est pourquoi même, Patient a fait bien de l'illustrer tout à l'heure, les nations comme le Sénégal, qui votent généralement pour la France et contre les Russes, sont restés neutres pratiquement. Le Cameroun et bien d'autres nations disent non. Pourquoi? Parce que, rien que sur tous les tableaux, nos habitudes alimentaires, la Russie est le premier pays exportateur de blé dans le monde entier. Donc que ce soit les beignets, que ce soit le pain, etc., dans tous les cas, nous assistons à une flambée de prix de par le monde entier. Et si des gens peuvent influencer pour que le coût du blé baisse, c'est encore les Russes qui peuvent dire nous plus le président Poutine, il a pris disposition pour qu'on exporte de moins en moins avant un certain temps. C'est-à-dire s'il ouvre les vannes, le coût peut baisser de par le monde entier. Pour le pétrole, on n'a pas besoin d'en parler. La plupart de nos nations, même ceux qui exportent le pétrole, le colon a veillé à ce que nos raffineries ne raffinent pas le pétrole de chez nous, on est contraint d'importer le carburant. C'est pourquoi le Nigeria est à feu et à sang. Alors qu'ils sont un très grand producteur mondial du pétrole. Les Russes peuvent influencer là-dessus. D'ailleurs, au Cameroun, vous savez, Rousseniev, c'est les Russes qui ont accepté que la Sondara, ils vont financer. Quand tout le monde a refusé de parler le monde entier. Alors que le président Biya, le pouvoir en place, avait pris disposition. Ça nous permettait d'avoir non seulement du carburant, le pétrole raffiné, le carburant pour le Cameroun, mais aussi les lubrifiants, c'est-à-dire tous les huiles moteurs que nous importons là, à coût de beaucoup de milliards, puisque la valeur ajoutée au niveau des lubrifiants dépasse la vente du pétrole brut. Une puissance à disposition d'incentiver des installations de la Sonara. Les Russes ont dit nous allons financer la remise en fonds. Quittons là, vous savez, la plupart des États africains, puisque la plupart des États occidentaux, ce sont des États qui sont déjà construits au niveau des infrastructures. Mais la plupart des États, c'est quoi les taux de croissance les plus élevés sérieusement, soit c'est en Asie, soit c'est en Afrique. Or, le Cameroun, beaucoup de pays en Afrique, notamment le Cameroun, importent beaucoup de fer. Le plus grand producteur, exportateur de fer de par le monde entier, c'est la Russie. C'est-à-dire une bonne partie du fer à bâton dans les maisons que vous voyez ici là, en brut, c'est les Russes qui exportent cela. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement, nos intérêts sont plus proches de là-bas. Et maintenant, pour finir, vous savez, l'élément le plus important au niveau de l'économie, c'est de la sécurité. C'est établi que 95% des armements sur le continent africain, c'est du matériel militaire russe. C'est-à-dire que la plupart des États sur le continent, l'Inde, tout ça, ils sont en position chez les Russes. Et les gars les plus sérieux même, c'est des gens qui peuvent faire un contrat et respecter le contrat, c'est les Russes. Je veux dire, les intérêts du continent africain, c'est beaucoup plus vers la Russie. Alors que quand on fait un bilan de la coopération que nous avons eue avec les Occidentaux jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que nous ne sommes pas loin de zéro. Alors, et pour sortir définitivement, Henri Diabaté Mandé, on a 2 minutes. Quelle leçon retenir de cette crise ukrainienne? Que les Africains soient réalistes. C'est une chance immense pour nous. Il faut savoir, c'est ma grand-mère qui me disait, est-ce que tu sais qu'on plantait le riz autrefois à la Première Guerre mondiale au Cameroun? Elle me disait oui, mais oui, pour nourrir les soldats qui allaient au front, elle les servait d'épouvantail pour chasser les oiseaux dans les champs. Il y avait des rizières en plein sud Cameroun pour chasser les oiseaux qui venaient picorer les tiges de riz. Oui, elle m'a dit, mais pourquoi si on le faisait en 1911, en 1912, pourquoi en 1995, on ne peut pas cultiver du riz? Ces guerres, ces conflits mondiaux doivent nous pousser à réfléchir. Ces matières à réflexion fait comprendre aux Africains que, il importe pour nous de doper l'appareil de production. C'est parce qu'on aura dopé l'appareil de production que celui-ci sera capable de produire des éléments pour nous, de produire des aliments pour nous. Il est clair que non seulement on va gagner des capitaux, mais aussi on va résister aux diktats des États occidentaux. Les Occidentaux sont dans leur ADN, c'est la guerre. Si tu n'es pas avec eux, c'est que tu es contre eux. Et chez eux, le sang, ça ne veut rien dire. Donc, il faut qu'on fasse très attention et se dire, le conflit en Ukraine il est révélateur d'un certain état d'esprit africain. Soyez intelligents, remettez-vous au travail, c'est la condition sine qua non pour vous développer.
Merci infiniment Henri Diabaté Mandin et merci à notre cher Georges Bertrand Bellam Paco qui nous suivait et qui nous fait quelques propositions qu'on remontera bien sûr à qui de droit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, nombreux étiez-vous aujourd'hui encore de par le monde à faire confiance à nos émissions. C'était l'International, première édition sur For You Télévision. Patient Parfait d'Homme, un grand merci. Je rappelle que nos téléspectateurs vous retrouveront dès lundi dans le cadre de notre cher For You Matin avec Cité Doubet. Merci à Delvarus Ngodiou qu'on retrouvera dans d'autres éditions, notamment le point sur l'actualité. Et ce sera le cas avec notre cher Henri Diabaté Mandin. L'équipe technique, j'ai envie de dire bravo. On se retrouve très bientôt sur For You Télévision.